please, you can. It's a beautiful goal. It's magic. The public is for you. Magic. Your goal. You are very happy of your goal. It's magnifique. 차려. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve ce soir dans Score Plus pour parler football et notamment d'équipe nationale. Cette émission sera l'occasion pour nous d'aborder le cas de notre chère équipe de France, un sujet qui tient à cœur à notre magnifique Raphaël. Bonsoir Raphaël. Salut Mustapha, salut tout le monde. Et ce soir j'aurai aussi pour m'accompagner l'infernal Robin. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et enfin le dernier et non le moindre, il est à mes côtés, il est tout beau dans sa chemise noire. Le chouchou de ces dames, ce n'est autre que Walid. Bonsoir Walid. Bonsoir à toutes les auditrices. Donc on va commencer doucement cette émission en décryptant notamment la défaite du Portugal face à la Russie. Et pour ce sujet, nous aurons la participation exceptionnelle, je dirais, de Nicolas Villas, intervenant à RMC et animateur de ma chaîne Sport. On enchaînera ensuite avec l'équipe de France et notre milieu de terrain. Un sujet d'interrogation, je dirais, Raphaël, c'est ça ? Ouais, c'est exactement ça. De toute façon, depuis plusieurs années, on n'a pas de stabilité. Je vais pas commencer à spoiler trop le sujet, je vais laisser un peu de suspense pour nos auditeurs. Un peu de teasing. Mais il y a beaucoup de choses à dire, effectivement. Nous aborderons ensuite les compositions possibles pour le choc face à l'Espagne dans le courant de la semaine prochaine. Avant de conclure avec un petit débat sur les chances de qualification de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2014. Je vois que Walid est déjà intéressé. Ça en fait rire certains. Oui. Ouais. Donc moi je vous propose de commencer tout de suite avec le match du Portugal, messieurs. Oui. Alors écoutez, c'était un match assez compliqué qui s'est joué dans la journée, c'est ça ? Ouais, tout à fait, à 17h. Ouais. Donc je vous rappelle le fil du match, c'est la Russie qui a marqué dès la 6e minute par l'intermédiaire de Karsakov. Une action assez compliquée, je dirais, parce que la défense portugaise était un peu aux abois, n'est-ce pas ? Ouais, c'est exactement ça. C'est qu'on a retrouvé un peu les travers de ce Portugal qui semble pas réglé défensivement. Et après, c'est le match, finalement, c'est le match qu'on attendait. La Russie qui est coachée par Fabio Capello. Nouvel entraîneur. Voilà, c'est ça. On sait que Fabio Capello, c'est pas forcément le tacticien le plus en vogue sur le plan offensif. C'est pas celui qui fait forcément le plus plaisir au niveau du jeu. Et là, on a vu en quelque sorte du Capello, c'est-à-dire que la Russie a vite fait la différence. La Russie a su marquer rapidement et finalement le Portugal s'est cassé les dents sur cette défense russe en ne trouvant jamais la différence. Écoutez, moi je vous propose d'accueillir tout de suite notre intervenant, c'est ça, Nicolas Villas. Bonsoir Nicolas. Salut les gars. Salut Nicolas. Salut. Alors écoute, qu'est-ce que tu as pensé de cette défaite du Portugal ? Je t'écoute. Quelle conclusion tires-tu de cette défaite ? Disons que l'équipe la plus réaliste a remporté le match. Alors, ça n'a pas été un grand match en soi d'une façon générale, mais c'est vrai que faut dire ce qu'il y a. Alors, la Russie s'est dominée chez elle, ce qui a peut-être un peu contrarié et certainement emmerdé même les supporters de l'équipe du Portugal. Après, faut dire ce qu'il y a. Ils ont joué avec leurs armes, ils ont un peu joué à l'italienne parce qu'ils ont un maître à jouer aussi qui est Maître Capello. Et c'est vrai que le Portugal, ils ont eu quelques occasions, mais c'est vrai qu'il faut dire ce qui est. Rui Patricio en fin de match sur le Portugal, les plus belles occasions ont quand même été pour la Russie. Je trouve pas que le score soit complètement illogique. Alors c'est vrai que le Portugal a bien joué, mais sans plus. Au milieu de terrain, ça a été faible. Meireles n'est pas là. Alors on dit qu'il est en fin de carrière, mais on voit à quel point il est important encore aujourd'hui. Et puis surtout, ce qui est rageant, c'est qu'ils prennent un but dès la 6e. Et tout ça à cause d'une boulette de Ruben Miquel qui perd le ballon au milieu de terrain et qui permet à Chirikov de donner un caviar à Karsakov. Oui, voilà, 1-0. Je trouve ça plutôt logique, moi, au final, comme résultat. Et puis Ruben Miquel qui était un peu la surprise de ce 11 de départ, n'est-ce pas ? Tout le monde attendait justement Meireles dont tu as parlé. Et finalement, ça a été le joueur de Porto qui a été préféré au joueur de Fenerbahçe. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça assez étonnant. Après... Non, mais il n'y a rien d'étonnant, c'est juste que Meireles est blessé. Au Portugal. Moi, j'ai été très étonné, en écoutant les commentaires, que tout le monde soit étonné, alors qu'il a annoncé depuis hier comme très incertain. Bento a laissé entendre qu'il jouerait de toute façon pas ce match parce qu'il est blessé. Après, si tu veux, l'interrogation, c'est Meireles est quand même un joueur très défensif. Michael est plutôt un joueur créatif. C'est un joueur qui est très frêle physiquement, qui est un technicien. Le match avait lieu sur un synthétique qui n'était pas dans un très bon état. Mais un joueur comme Ruben Miquel, c'est assez curieux.
Moi, j'aurais plutôt pensé, nous on avait fait les pronos ici dans la rédac à ma chaîne sport, j'aurais plutôt parié sur un Custodio qui a un profil d'un 8, mais peut-être plus défensif, qui a déjà joué en Russie il y a quelques années, qui connaît bien cette atmosphère-là. Bon, Bento a fait le choix de Michael, il a fait le choix du jeu, ça n'a pas porté ses fruits, quoi. Voilà, c'est un choix, ça arrive, il a pris un pari, ça n'a pas fonctionné. Si tu veux, Nicolas, moi, en regardant ce match, j'ai eu l'impression de voir le Portugal que je vois depuis déjà plusieurs années. C'est-à-dire qu'on a une Russie qui ouvre le score rapidement, et après on voit le Portugal qui essaie, qui a de la bonne volonté, qui a la possession du ballon, mais qui se casse les dents sur une défense. J'ai pas senti forcément une grande complémentarité entre les joueurs offensifs. Chacun essaie de réussir ce petit exploit individuel, mais finalement ça n'y arrive pas. Donc est-ce que pour toi le problème c'est vraiment le 9, toujours cet éternel problème portugais avec Postiga, ou c'est autre chose et c'est peut-être plus profond que ça? Disons que si tu veux, si tu regardes individuellement, alors effectivement le problème du 9 c'est un vieux problème, c'est l'épine qui est dans la chaussure des Portugais depuis déjà un moment. Sur ce match-là, on l'a encore ressenti. Alors, si tu veux, le problème, c'est que ce problème, il a été masqué pendant des années parce que Paoletta cartonnait dans les matchs de qualif, ce qui est moins le cas maintenant ces dernières années, parce qu'il y a toujours eu des joueurs qui étaient capables de marquer, parce que sur coup de pied arrêté, il y a des bons joueurs de tête comme Pep ou Bruno Alves qui ont compensé ça. Mais c'est clair que le problème du 9, ce soir, il a été clair, il a été marquant. Alors, Postiga a fait une saison encore dégueulasse avec Saragosse, mais il reste l'un des meilleurs buteurs de l'ère Paulo Bento, c'est lui qui l'a ressuscité. Ce soir, il n'a pas été efficace. Contre le Luxembourg, il fait un match pourri, il marque un but sur un coup de bol extraordinaire et c'est lui qui offre la victoire. Alors si tu veux, le problème c'est que Bento peut pas le désavouer comme ça parce que là il marque pas. Postiga ce soir il a beaucoup couru, il n'a pas été efficace, il n'a pas toujours été là où on l'attendait, mais il n'a pas fait un match scandaleux pour autant. Moi ce qui m'inquiète plus c'est de voir le niveau de jeu de Nani déjà depuis un moment, c'est de voir que Varela est pas très bon avec Porto ces derniers temps et qu'il fait une entrée encore pas bonne, même si lui aussi il a été important en sélection ces derniers temps aussi. Je pense que d'une façon générale, c'est au milieu de terrain que ça se joue. Et on y revient à ce que je disais tout à l'heure. Veloso est un joueur qui clairement est complètement surcoté. D'ailleurs, c'est pas pour rien que il a signé au Genoa il y a 2 ans alors qu'il était annoncé à Arsenal et à la Juve. C'est pas pour rien que là, il était annoncé encore dans des grands clubs et qu'il est parti au Dynamo Kiev. Voilà, c'est un joueur qui est très bon sur coup de pied arrêté. Il a encore délivré des bons coups francs aujourd'hui, mais dans le jeu, il n'est pas assez là. Moutinho est trop tout seul. La charnière, mine de rien, Pep, Bruno Alves, c'est solide, ok. Ils se sont fait surprendre au bout de 6 minutes. Ils ont pris le but qu'il fallait pas prendre. Bruno Alves, il joue plus au Zénith, il fait plein de conneries au Zénith. Pep, il est bien, mais tous les 6 mois, il pète un câble, ou alors il a des blessures qui sont assez graves. Parce que individuellement, il y a des postes qui vont pas. Le poste de latéral gauche, aujourd'hui, Coentra, on s'est blessé au bout de 20 minutes. Ouais. C'est Miguel Lopez qui l'a remplacé. Miguel Lopez, il joue latéral droit, ou plutôt, il joue pas latéral droit à Porto, puisqu'il fait banquette, et encore, il n'est même pas sur les dernières feuilles de match. Enfin, si tu veux, poste par poste, cette sélection, elle est vieillissante, avec un Meireles qui est blessé, mais qui est parti en Turquie, mais qui surtout a plus le niveau de jeu qu'il avait il y a quelques années. Voilà, il y a plein d'inquiétudes comme ça, poste par poste, dans cette sélection. Mais je trouve ça, tu fais bien de dire que Varela n'a pas été bon, parce que je voyais depuis le match du PSG à Porto une certaine hype en France de dire que Varela, bon, il avait fait un bon match, mais Varela était devenu un joueur exceptionnel, Varela était devenu là on en revient à un truc général. Enfin, si tu veux, moi il y a des trucs qui limite me gonflent. C'est-à-dire que Moutinho, la France du footix ou la France qui a pas ma chaîne sport, on a l'impression qu'ils ont découvert Moutinho pendant l'Euro. Faut arrêter Moutinho. Ok, il n'était pas à la Coupe du Monde 2010 parce que Queiroz a scandaleusement oublié de l'appeler en sélection parce qu'il estimait que il était le capitaine du Sporting et que le Sporting avait fait une saison pourrie, qu'il fallait pas l'appeler. En attendant, Veloso, lui, il y était. Alors, Veloso, il a pas le même agent que Moutinho. Bon, bref, ça c'est une parenthèse, mais Moutinho, c'est un joueur qui, l'année dernière, il était très clairement le meilleur joueur du FC Porto. Il y a 2 ans, quand il gagne la Ligue Europa, il était le joueur le plus utilisé par André Villas-Boas. C'était déjà le meilleur joueur du FC Porto. Quand il n'est pas là, lui et Fernando au milieu de terrain, quand ils sont pas là à Porto déjoue. Porto joue pas de la même façon. Varela, c'est pareil. Varela, parce qu'il a marqué un but contre le Danemark, on a l'impression qu'il était bon. Mais Varela, faut arrêter. Varela, il est même pas titulaire à Porto ces dernières années. Là, il l'est parce que Hulk est parti, mais et un espace s'est libéré. Mais James est arrivé, il lui a pris sa place de titulaire. James était titulaire avec Hulk au poste d'ailier. Et là encore, il joue par intermittence. Mais Christian Atsu, qui a que 20 ans, il est déjà en train de lui faire de l'ombre.
Varela, c'est un intermittent. C'est l'éternel espoir du foot portugais qui a jamais confirmé et qui, je pense, confirmera jamais, quoi. Donc il y a vraiment un surcotage, quoi. Non, c'est pas qu'il est surcoté, c'est que c'est un vrai bon joueur de complément pour la sélection, mais c'est pas. D'ailleurs, il est jamais titulaire. Hein. Nani a beau être complètement à côté de ses pompes, Bento il est pas débile, il le met jamais lui titulaire. Il met Nani et il se dit bon bah je tente mon coup de poker et ça a fonctionné à l'Euro, ça a fonctionné là les derniers matchs aussi. Voilà, c'est un excellent joueur de complément Varela. Voilà. On a l'air d'assister à la perte d'une génération, je dirais, parce qu'il y a vraiment eu une génération de talents avec, tu parlais, certes il est un peu surcoté, mais Miguel Veloso, Joao Moutinho, Meireles, que ce soit Nani, Cristiano Ronaldo, Pepe, il y a quand même des joueurs de grand talent dans cette équipe. Ça aurait pu être, il y en a, excuse-moi de te couper, mais il y en a qui auraient pu devenir des grands talents, mais qui ne le sont pas devenus justement. Parce que l'exemple pour moi c'est Bruno Alves, je veux dire le mec pouvait faire une carrière quand même assez acceptable en Europe et il décide de sortir de ce top 5 européen entre guillemets pour partir s'exiler en Russie. Ouais, mais alors là le problème est là, c'est que c'est compliqué. C'est comme les cas de Witsel et Hulk qui sont partis là en Russie. Il faut quand même aussi ça tourne mal d'ailleurs. C'est-à-dire qu'un joueur, effectivement, il a la possibilité, si la clause libératoire n'est pas levée, de dire non et de dire j'y vais pas. Le truc, c'est que si tu veux, il y a deux choses. Le foot portugais, c'est un foot qui économiquement n'a pas les moyens de la Ligue 1, bien qu'au ranking UEFA, c'est au coude à coude avec la L1, ça n'a strictement rien à voir. Le salaire moyen en Portugal en D1, c'est 5 000 €. En France, c'est 40 000. Le budget moyen en Liga au Portugal, c'est moins de 14 millions d'euros. C'est-à-dire que c'est plus petit que le plus petit budget de Ligue 1. Et encore, ce budget moyen, il est rehaussé par les trois gros qui dépassent les 50 millions d'euros. Mais le plus petit budget d'un club portugais cette saison, c'est 1,3 million d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez, 1,3 million d'euros, c'est même pas le budget d'un club de national. Si vous voulez, quand Porto, quand le Zénith tape à la porte de Porto et dit on vous donne 22 millions pour Bruno Alves, Porto, ils vont voir Alves, ils font écoute, t'es gentil, nous on a besoin de cet argent pour vivre, ils vont te proposer 4 ou 5 millions d'euros par an, il va pas cracher dessus. Si vous voulez, c'est pas de la faute du joueur, c'est de la faute aussi du club, mais c'est de la faute de la réalité du championnat dans lequel il vit aussi. Alors ok, Bruno Alves, il y avait la Juve qui était intéressée, mais la Juve ne voulait pas mettre 20 millions d'euros sur. Non mais voilà, c'est ça. C'est que pour Bruno Alves, je veux bien comprendre, mais qu'un mec comme Hulk ou Witsel parte en Russie, il y a forcément d'autres offres qui émanent d'autres clubs européens. Non, mais des offres économiques. C'est que personne n'a voulu mettre 40 millions d'euros. Mais mettre autant, je le conçois, mais je veux dire, à un moment, le joueur peut quand même s'affirmer. Si quelqu'un propose 26 millions pour Hulk, le mec peut dire bon bah 14 millions, on s'arrange, on fait quelque chose. Mais c'est énorme, 14 millions, surtout pour on sait que Chelsea était intéressé. Pour un club comme le FC Porto, je pense que Nicolas l'expliquera. De quoi 14 millions d'euros? Oui, c'est énorme, 14 millions d'euros. Non, mais il dit 14 millions d'écart. D'écart. 14 millions d'euros pour un joueur comme Hulk, les gars, c'est cadeau. Non, mais justement, je disais, il y a bien un club comme Chelsea ou un club en Europe qui aurait proposé au moins 25 millions sur Hulk. En fait, Chelsea, non mais le problème dans ce dossier, si vous voulez, c'est que Porto détenait 75% des droits du joueur. Donc ça veut dire que le Zénith, officiellement, le problème, il est là. Comme le club n'est pas coté en bourse, on ne connaît pas tous les détails du transfert. D'ailleurs, ça continue de faire couler pas mal d'encre. Le Zénith a officiellement donné 40 millions d'euros pour 75% des droits du joueur. Le problème, c'est que acheter des joueurs par pourcentage et par droit, c'est interdit dans certains pays. Ça l'est en Angleterre depuis le fameux cas Tevez avec Messi, quand Jorbakan avait prêté entre guillemets le joueur à West Ham et qu'ensuite il l'a rendu à Manchester et que West Ham a dit attendez, nous on a mis le joueur à disposition pendant 2 ans, on doit toucher quelque chose. Et Jorbakan a dit le joueur il m'appartenait, il appartenait à Messi, c'est normal que l'argent nous revienne. En Angleterre ils ont pondu une loi, c'est interdit. En France c'est interdit, en Allemagne c'est autorisé, en Russie c'est autorisé, en Espagne ça l'est. En Italie, il y a d'autres dossiers encore, il y a d'autres encore montages plus complexes, il y a les copropriétés, tout ça. Enfin, si tu veux, le truc est là, c'est que ça veut dire que Hulk a coûté 40 millions d'euros, d'accord, mais pour 75% des droits. Ça veut dire que Chelsea était sur le dossier, City était sur le dossier. Le problème, c'est que s'ils voulaient l'acheter, il fallait acheter 100% des droits. Ça veut dire que Porto, ils ont accepté 40 millions pour 75%, mais Chelsea, et moi j'ai suivi le dossier de près, ils étaient prêts à mettre 45 millions d'euros, mais pour l'ensemble du transfert. Ça veut dire que Porto aurait touché 30 millions et quelques d'euros. Porto, ils ont dit, voilà, on va pas perdre 10 millions d'euros sur ce joueur. Ouais. Surtout pour un club comme le FC Porto qui a besoin de se renouveler financièrement continuellement.
puisqu'il vit finalement sur les transferts. Hein. Je crois le FC Porto, c'est près de 300 millions. Mais tous les clubs portugais, si tu veux, la réalité là, le Portugal, il n'y a pas de collectivisation des droits télé. Alors certes, les grands clubs vampirisent les droits télé, ça équivaut à quelque chose comme un peu moins de 30 millions d'euros par an par club, mais et encore, ça dépend. Et encore, tout n'a pas été renégocié. Certains clubs ont déjà vendu leurs droits pour les prochaines années jusqu'en 2017. C'est le cas de Porto et du Sporting. Le Benfica, ils ont renégocié cette année, mais ils sont en stand-by. Si tu veux, la réalité, si tu veux, la structure, l'organisation, la gestion économique même du football portugais est très en retard et complètement archaïque et n'a rien à voir avec ce qui se passe en France, voire même en Italie où on a décidé de collectiviser. Mais pourtant, il y a des résultats et on le voit bien en Ligue des Champions, notamment avec le FC Porto. Si tu veux, alors il y a des résultats, mais au long terme, je suis pas convaincu que ça porte ses fruits. Oui, et je suis pas convaincu que ce soit un bien pour le foot portugais. Là, ils sont passés à 16 clubs. La survie économique du foot portugais à 16 clubs, elle est même plus viable aujourd'hui parce que les trois gros vampirisent tout et que les petits derrière ils bouffent les restes et qu'ils ont même pas de quoi payer les joueurs. C'est un peu dangereux dans le sens où si tu rates un transfert, puisque souvent le FC Porto a pour politique de prendre des joueurs d'Amérique du Sud, de les acheter quelques millions et de les revendre plus tard avec une énorme plus-value. S'il y a 2-3 erreurs, ça met tout de suite le club dans une situation compliquée et délicate. Surtout que Porto prend des risques quand même colossaux et le Benfica aussi depuis 2 ans. Ce qui est très paradoxal, c'est que le Portugal est dans une crise sans précédent, y compris les clubs. Et pourtant, Porto et le Benfica, ils arrivent à voter des budgets qui dépassent, qui tuent absolument tous les records qu'on a eu jusqu'ici. Et ce qui est très paradoxal, c'est que eux-mêmes, ils sont confrontés à cette crise et ils l'admettent que, au final, il faut faire attention. Le pays prend beaucoup de mesures d'austérité. Les gens ont finalement pas de quoi forcément se payer des maillots, se payer les abonnements dans les stades. Et ce qui est très paradoxal, c'est que ils achètent des joueurs plus cher et à des prix auxquels ils n'ont jamais acheté. Le Benfica cet été, ils ont acheté Salvio pour 13,5 millions d'euros. C'est la plus chère recrue de l'histoire du club. Porto, ils ont acheté Hulk, qui était la plus chère recrue du club. Ils l'ont acheté en plusieurs fois, jusqu'à 75% des droits pour 19 millions d'euros. Ils ont acheté Danilo Santos l'année dernière pour 17,8 millions d'euros, ce qui est quand même hyper important pour un club portugais. Et ça, pour moi, c'est des risques. Et ce qu'il y a de plus flippant encore, c'est que pour moi, le principal risque là, c'est que Platini l'a déjà annoncé, il veut s'attaquer à la fameuse histoire il veut interdire, si tu veux, les fonds d'investissement. C'est-à-dire un joueur ne pourra plus être détenu en partie par des fonds d'investissement. Avec des droits d'image, et jusqu'ici, ce qui permettait au club portugais d'acheter des joueurs chers, c'est que, par exemple, Lisandro, il avait été acheté par parcelle au FC Porto. Bientôt, ils ne pourront plus le faire. Ça, par contre, ce sera quelque chose qui sera très problématique pour les clubs portugais dans les années à venir. Et je pense que Platini, il croit bien faire et prendre une mesure d'équité en faisant ça, mais ce qu'il fait, c'est qu'il va encore plus pénaliser les petits championnats qui jusqu'ici pouvaient acheter des joueurs intéressants à des prix moins chers parce qu'ils n'appartenaient pas complètement au club. Voilà, une petite dernière question là pour revenir un peu sur l'actualité chaude en ce moment, c'est le Real avec tu sais le cas Cristiano Ronaldo, les histoires de Ballon d'Or. Je sais pas si tu as entendu, à mon avis tu as dû les entendre, les déclarations de Mourinho qui est à fond derrière. Et c'est logique, Cristiano Ronaldo. On sait qu'au Real, il y a des problèmes de camp. Alors, c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit, voilà, dans la presse espagnole. Qu'est-ce que tu en penses, ces histoires entre le camp soi-disant espagnol d'un côté, portugais de l'autre, avec des histoires d'agents, c'est un peu sombre. Est-ce que moi, je vais surtout rebondir sur le dernier truc, c'est que Mourinho a toujours défendu ses joueurs, et notamment ses joueurs vedettes et ceux qui brillent le plus. Après, si tu veux... Moi, Mourinho, j'ai toujours été fan, même s'il m'a profondément gonflé les derniers mois, je dirais peut-être même la dernière année, avec son histoire du doigt dans l'œil de Villanova. Je trouve qu'il a dépassé les bornes peut-être, quelquefois. Il est trop dans la surenchère, il pète un plomb. Mais au-delà de ça, si tu veux, moi j'ai du mal à croire en une totale, j'ai envie de dire, objectivité. Et je trouve même pas le mot, mais si tu veux, moi j'ai des doutes quand j'entends Mourinho me dire Ronaldo mérite absolument le Ballon d'Or. C'est pas que j'ai des doutes, c'est que Mourinho a toujours défendu ses joueurs. Il a toujours estimé que ses joueurs étaient bons et il fait son travail de communicant. Par contre, c'est vrai que il a le même agent que Ronaldo. Que beaucoup de joueurs portugais et derrière quand même le coup. Après lui, c'est normal, il fait l'appui pour son club, il fait l'appui pour son joueur. Quant aux guerres de clans qu'il peut y avoir au Real, je veux dire, le problème c'est que pour la première fois, je pense, Mourinho est arrivé dans un club où l'institution passe avant lui. C'est-à-dire qu'à l'Inter, il est arrivé, il y avait une Christelle et le club ne gagnait rien depuis tellement d'années qu'il a fait le ménage qu'il voulait, il a fait absolument ce qu'il voulait. Au Real Madrid, Mourinho, mine de rien, même s'il a dégagé Valdano, même si il a accepté Zidane, mais il a accepté Zidane parce que c'est pas Zidane qui va lui faire de l'ombre, c'est pas lui qui va faire les déclarations fracassantes comme le faisait Valdano.
tu sens que l'institution passe avant. On lui reproche encore le fait d'avoir recruté Quentin pour 30 millions d'euros, alors que le mec finalement il joue jamais. Tu vois, pour la première fois de sa carrière, on pointe le fait qu'il y a peut-être des conflits d'intérêts avec son agent. Oui, c'est ça que j'allais dire. dire. Quand même énervé contre lui vis-à-vis de ça. Ouais, je pense qu'il y a des guerres et des guerres de clans au Real. Mendes, il est peut-être pas innocent dans tout ça. Comment ? Mendes est peut-être pas innocent dans tout ça, dans tous ces transferts. Mais je pense qu'il n'est pas coupable, lui, Mendes. C'est-à-dire, lui c'est un businessman. Oui, voilà, c'est un business. On peut pas lui en tenir rigueur. Ouais. Mais je veux dire, lui, l'échec, il va pas sur la tempe il met pas un pistolet sur la tempe de Pérez en disant c'est moi le chèque. Donc, lui, il force personne. Après, il faut dire ce qu'il y a. Le Real, ils ont quand même gagné le championnat l'année dernière avec aussi des joueurs que Mourinho a fait venir. En Ligue des Champions, ça n'a pas été le résultat escompté. Ronaldo, c'est quand même un succès colossal. Alors ok, c'est le transfert le plus cher de l'histoire du foot. Mais oui, là c'est rentabilisé, ça fonctionne très très bien. En Liga, c'est un peu plus compliqué, cela dit. Est-ce que tu vois, ça sera juste la toute dernière question, est-ce que tu vois Mourinho continuer longtemps au Real, rapidement? Je pense que Mourinho, il veut. De toute façon, le grand objectif cette année de Mourinho, il a eu le championnat, c'est ce qu'il voulait, c'est la Ligue des Champions. Il a dit voilà, je veux gagner la Ligue des Champions avec tant de clubs différents. Il lui manque l'Espagne avec le Real. Son grand objectif, c'est ça. Il a déclaré il n'y a pas très longtemps aussi qu'il voulait retourner en Angleterre. Je pense qu'il a déjà fait comprendre que bientôt il se casserait du Real, quoi. Maintenant, lui, son grand objectif, c'est la C1, très clairement. Alors, Nicolas, avant de conclure, je sais qu'il y a un match qui se prépare mardi contre l'Irlande du Nord, il me semble. Comment tu penses que ça va se jouer pour le Portugal ? Écoute, moi, il y a une stat en préparant, en voyant le tirage au sort du Portugal là, du groupe qu'ils ont là en qualif pour le mondial. Il y a un truc que je savais pas, tu vois, que j'ai découvert, mais le Portugal, ça va être la 5e fois qu'ils rencontrent l'Irlande du Nord en qualification pour la Coupe du Monde. Et figure-toi que jamais ils se sont qualifiés pour une Coupe du Monde lorsqu'ils étaient dans le groupe de l'Irlande du Nord. Ce qui est quand même assez hallucinant. Ça fait quand même 5 fois. Effectivement. C'était 58, 60, si je dis pas de conneries, 60 pour la Coupe du Monde 98, 74, un truc comme ça, je crois. Comment je le sens ? Enfin, c'est des équipes toujours chiantes à jouer. Alors même si là ils jouent à domicile, je te dis pas qu'ils vont pas gagner. Je te dis simplement que ce soir ils ont perdu contre la Russie, qui sont du coup pas forcément dans une position hyper confortable avant dans ce groupe-là. Que le Brésil, ils sont obligés d'y aller parce que c'est des cousins et qu'ils ont une pression colossale aussi. Je pense qu'ils vont gagner. Et je suis même convaincu qu'ils vont faire une belle prestation parce que le Portugal ces derniers temps, c'est un match sur 2. Contre le Luxembourg, ils ont été dégueulasses. Contre l'Azerbaïdjan, ils ont fait un match extraordinaire. Alors bien que moi j'ai lu dans la presse le lendemain qu'ils avaient galéré. Alors ok, ils ont attendu 1 heure avant de marquer, mais ils ont tapé 3 fois les poteaux. Je pense que contre l'Irlande du Nord, ils vont faire un vrai bon match parce qu'ils vont être chez eux en plus. Mais bon, faut qu'ils arrêtent là un match sur 2 parce que il va leur arriver comme il leur arrivé ce soir face à la Russie et ils vont finir par vraiment perdre des points et là ils vont vraiment se mettre dedans, quoi. On va faire une Coupe du Monde sur 2. Et est-ce que le Portugal va éviter les barrages alors, parce que ces derniers temps ils y ont été habitués un petit peu? Bah écoute, moi sur Bleu Bolo, c'est ce que le fameux papier dont je te parlais, c'est pourquoi le Portugal va galérer. Alors moi, tous les supporters de la CSA m'étaient tombés dessus, ouais, t'es super pessimiste. J'ai dit non, moi j'essaie d'être réaliste. J'ai fait une analyse de joueur par joueur en disant regardez où en sont joueurs par joueur et tu vas voir qu'il y a plus de la moitié de l'effectif. Aujourd'hui, il y a un gros point d'interrogation, voire un gros point rouge, noir sur son avenir et sa saison à venir, par ses choix de carrière ou par son manque de temps de jeu. Et puis il y a ces fameux stats, il y a la fameuse histoire de l'Irlande du Nord, il y a le fait que la Russie, mine de rien, les Russes, mine de rien, le prochain mondial après la Coupe du Monde 2014, il est pour eux. Donc ils ont intérêt à y aller en 2014. Ça compte aussi. Et puis il y a cette fameuse chose dont tu parles, c'est les barrages, c'est que les Portugais, ces dernières années, c'est qu'ils jouent continuellement et systématiquement avec le feu. Ils se sont tapés 2 fois la Bosnie en barrage. Bosnie, s'en rappelle, je pense. Ils se sont tapés 2 fois la Bosnie en barrage, alors c'est bien passé, ok, mais qui te dit que demain ils vont pas se taper la France en barrage? Et face aux Français, c'est jamais la même histoire pour le Portugal. Donc contre la Bosnie, ça n'avait pas toujours été facile non plus. Les Portugais ça a été encore, mais sauf au match aller. Alors ça veut dire que forcément en Bosnie c'était pas simple. Donc forcément c'est pas facile. Mais là t'as eu la Bosnie qui est pas une équipe encore très habituée mais qui commence à s'aguerrir. Mais si demain tu tombes face à une équipe comme l'équipe de France, ok les Bleus ils font pas fantasmer ces derniers temps. Mais enfin les Portugais face aux Bleus c'est jamais ça. Et puis voilà c'est l'équipe de France quand même, quoi, tu vois. Donc Bah écoute, merci beaucoup Nicolas. Je rappelle à nos auditeurs qui peuvent te suivre sur ma chaîne sport et aussi. Ouais, faut pas qu'ils me suivent dans la rue par contre, ça va me faire peur. Et parfois aussi sur RMC, c'est ça? Ce soir s'ils veulent. C'est ça. Écoute, merci beaucoup de nous avoir donné un peu de ton temps. Merci à toi. Ciao, merci à vous messieurs et bon courage et merde à vous pour la suite. Bon match. Salut. Ciao. Écoutez messieurs, je propose de faire une pause. Ouais, petite pause musicale. Ça marche.
Aujourd'hui, c'est Robin le responsable musical, donc toute plainte sera envoyée à son adresse. On vous communiquera ça sur le Facebook de la radio. Off Porcelain, un mec qui vient de Glitch Mob. Tu vois ou pas? D'accord, pas du tout. Pas du tout, ok, ça marche. On va découvrir. Vous allez découvrir. Attention à vos Petite oreilles. pause? Bah c'est parti alors. Allez, bon courage, à tout de suite. Les gars, c'est reparti. Et c'est reparti, on revient sur Score Plus. Mustapha, je t'en prie, le programme. Bah écoutez, on va enchaîner avec l'équipe de France et notamment ce milieu de terrain là qui commence à nous poser des questions, je dirais, Raphaël. Bah, nous poser des questions, mais ça fait pas mal de temps qu'on s'en pose des questions justement sur ce milieu de terrain. À force de voir des nouvelles têtes, on cherche une stabilité. Et là, encore une fois, moi je me suis posé la question justement, c'est pour ça que ce sujet, quand tout le monde l'a proposé, ça me tenait à cœur. Parce que finalement, depuis 2 ans, quel milieu de terrain, quelle certitude on a? Et bien finalement, on n'en a aucune. On a vu que dans cette liste, même si il est présent pour une soi-disant blessure, Lassana Diarra était présent un peu à la surprise générale. Et pour moi, cette présence habituelle, enfin cette présence qui devait l'être justement de Lassana Diarra est le symbole de toute cette incertitude. C'est-à-dire qu'on ne sait tellement pas vers qui aller qu'on va rechercher des mecs qui ne sont plus dans le milieu du foot depuis des années. Ouais. Lassana Diarra, ça fait combien de temps qu'il n'a pas eu un poste de titulaire affirmé dans un club? Ouais. Au Real Madrid, il a fait banquette pendant je ne sais combien de mois. Et là, il s'est exilé en Russie. Et donc voilà,
quand je vois, et a fortiori, quand je vois le milieu de terrain que Didier Deschamps nous aligne ce soir, je me pose de réelles questions. Je vois Deschamps. Capou, Moussa Sissoko et Matuidi, mais je veux dire, avec Deschamps, qui on joue au foot? À noter, j'ai le match en fil rouge, je vous tiens informé, messieurs, des événements en temps réel. Alors, moi, j'aimerais refaire un point historique, je dirais. Mais écoutez, on a eu une colonne vertébrale jusqu'en 2006 et jusqu'à la retraite d'un certain Zinedine Zidane. On avait un milieu central axé défensif-offensif avec Makelele, Vieira et Zidane. Ouais. Petit à petit, ces joueurs sont partis en retraite, mais on n'a pas su renouveler ce milieu de terrain. Et là, aujourd'hui, on cherche des successeurs à ces joueurs. C'est même devenu un tabou, ce milieu de terrain. J'ai l'impression que le premier Martin qu'on voit, c'est le nouveau Zidane, le premier Gourcuff qu'on voit. Et non seulement, on en avait déjà parlé, il me semble, dans une émission la saison dernière, ça leur met la pression. Et généralement, c'est des joueurs qui ne sont pas taillés de toute manière pour... Après, de toute façon, toutes les belles équipes de France qu'on a eues, là, tu parlais de la meilleure équipe de France qu'on a eue de tous les temps, mais il y a aussi l'équipe de France des années 80 avec le carré magique de Fernandez, et tu te rends compte qu'à chaque fois qu'on a eu une équipe de France à un bon niveau, à un excellent niveau, et c'était lié à un milieu de terrain dense et efficace. Ouais. Et là, je vois pas où il est ce milieu de terrain. Attendez, vous allez quand même pas être surpris, j'espère là. Il y a pas de surprise. Non, mais aucune surprise. Il y a pas de surprise. C'est bien Didier Deschamps le sélectionneur. Didier Deschamps égale milieu physique, ça a toujours été sa marque de fabrique. Lucho à Marseille, c'était physique. Et alors, ça a réussi. Bien sûr que ça a réussi. Il est titulaire actuellement à l'Olympique de Marseille. Tu parles de problèmes qui n'ont rien à voir. Non, mais écoutez, ça n'a pas marché. Didier Deschamps qui a fait regagner l'OM, etc. Alors certes, ça jouait pas extraordinairement. Mais c'était physique. C'est milieu physique. Moi, je suis pas pour ou contre, etc. Je dis c'est comme ça. Et donc on n'a pas de surprise, c'est Didier Deschamps, il a toujours fait comme ça, voilà. Mais le fait est qu'aujourd'hui en équipe de France, des Français qui jouent au milieu de terrain, on a des bons joueurs au milieu de terrain uniquement au poste de milieu défensif, je suis désolé. Un milieu offensif aujourd'hui, on a eu par intermittence des Gourcuff il y a quelques années, des Martin il y a aussi... Oui, mais voilà, c'est ça, c'est Martin. Martin, il joue au FC Sochaux-Montbéliard. Maintenant à Lille. Ouais, non, mais voilà, mais quand tu peux placer quand on met ça dans le contexte, je dis quand Martin a sa première sélection, il joue à Sochaux. Et à l'époque, tout le monde s'enflamme sur lui, alors que le mec joue à Sochaux. Gourcuff, comme tu l'as dit, c'est l'intermittence, c'est intermittent du spectacle. Et depuis, on n'a pas de certitude. Tu me parles de Ben Arfa. Ben Arfa, c'est le même problème, c'est-à-dire que Ben Arfa, c'est un match sur deux. C'est un temps il est bon, un temps il est pas bon. C'est pas le même poste. Là, on parle de créateur. Là, on parle pas de mec. Je pense que tu peux faire jouer Ben Arfa. Tu peux faire jouer éventuellement Ben Arfa dans ce registre-là. Il y a Newcastle, il le fait par moment. Je pense qu'il y a un peu trop de déchets. Pour le coup, en tant qu'observateur de la première ligue majoritairement, c'est comme ça qu'il est perçu. C'est comme ça qu'il est contre des équipes très très physiques. Bah oui, au milieu dynamiteur, créateur, il a une qualité de passe, messieurs. Mais simplement, tu regardes le top 5 de ses buts, c'est quoi? C'est des pénétrations dans l'axe. C'est ça, oui. Non, mais d'accord. Il part d'où? Il part de l'axe. Mais pour moi, la création, c'est amener le ballon de l'arrière et construire. Il l'amène le ballon de l'arrière, faire une passe, et il va mettre un écarté sur les côtés. Non, dans ce registre-là, on a potentiellement Yohan Cabaye. Yohan Cabaye qui revient de blessure, qui est absent pour le match face au Japon ce soir. Mais le problème, c'est que Yohan Cabaye, c'est pas Yohan Cabaye, c'est bon, pas un top player. C'est bon, c'est bien comme relayeur, mais voilà, c'est pas un top player. Oui. Donc après, c'est tout un nouveau travail à faire sur la vision qu'on a de cette équipe de France. Peut-être qu'on a trop d'ambition par rapport à cette équipe de France. On se voit peut-être trop bon, on a trop d'ambition, on a envie de se voir trop haut par rapport à la qualité des joueurs qu'on a. Je pense même pas. Regarde, la preuve, c'est la désaffection des Français pour leur équipe nationale, que ça soit en termes d'audience ou au stade ce soir. Je pense pas que ça sera plein, même très loin. Il y a une opération braderie réalisée par la fédération avec des animations et tu pourras très bien en témoigner un peu, Raphaël, raconter un peu ce qui se fait dans cet endroit un peu sombre et bizarre qu'on appelle le Stade de France. J'ai pas besoin de m'étaler là-dessus, tout le monde sait, tout le monde connaît déjà les... Donc finalement, il n'y a pas trop d'attente sur cette équipe-là. Et puis, moi j'aimerais revenir vraiment au cœur de notre sujet, c'est le milieu de terrain. Là, moi j'ai la liste de Didier Deschamps sous les yeux et on a l'impression qu'il n'y a pas de milieu offensif en France. On a l'impression qu'on a uniquement Mathieu des milieux Valbuena. défensifs. J'ai deux personnes qui pourraient faire l'affaire, je dirais. C'est Mathieu Valbuena et Clément Chantôme qui l'a fait parfois. C'est pas un milieu offensif, Clément Chantôme. Mais c'est un relanceur quand même qui a une. Relanceur. C'est pas la même chose. C'est pas un récupérateur. C'est un numéro 8 à la limite, mais Clément Chantôme n'est pas un milieu offensif. Si on a un excellent box-to-box. Donc le gros problème, il vient. Non, mais voilà, c'est pour ça que je le cite même pas. Mais voilà, Benzema qui vient de mettre une tête sur le gardien. Juste petit point comme ça, mais les Français mènent relativement bien, sans plus, mais ils mènent. Il y a quelques occasions. Écoutez, moi j'aimerais vous écouter.
quelle solution vous pourriez proposer chacun à votre tour? Je vous laisse. Ah, c'est compliqué. Je vous laisse. Non, mais le problème c'est que tu me demandes des solutions, mais des solutions avec quel joueur? Je veux dire là, quand je regarde la liste actuellement, j'ai la liste sous les yeux, je me dis mais je peux pas Et pourquoi pas reconvoquer un certain Samir Nasri? Ouais. Bah écoute, faut arrêter avec tout ça. Samir Nasri, ça fait je ne sais combien de temps qu'il est en équipe de France, et avec Nasri, il y avait les mêmes problèmes. Avec Nasri, on n'avait pas de jeu. Nasri, c'est pas un créateur, c'est pas un milieu offensif de toute façon. Alors, s'il te plaît, le souci, c'est qu'on l'a rarement fait jouer en vrai 10. Mais c'est pas un 10, Nasri. C'est pas un numéro 10. Debuchy non plus, on l'a pas fait jouer en 10. Tu vois, le raisonnement, c'est un peu exacerbé, mais c'est limite la même chose. C'est que Nasri n'est pas un numéro 10 de toute façon. Et quand bien même Mustapha, pour revenir un petit peu, tu es un peu agacé. Quand bien même on l'essaye de le faire jouer en numéro 10, souviens-toi, nos commentaires, qu'est-ce qu'il fait? Il part sur le côté. Mais il fait rien. Il fait rien en numéro 10 de toute façon. Et en numéro 10, c'est pour ça que c'est pas un numéro 10. Aujourd'hui, on a changé d'entraîneur. Peut-être que Didier Deschamps a la solution avec ce joueur. On sait qu'il y a Laurent Blanc n'a pas réussi à lui expliquer. Et en plus, on sait qu'ils s'entendent pas bien, qu'il y a eu des problèmes à Marseille. Non, c'est compliqué. Moi, je pense pas qu'on va revoir Samir Nasri avant un petit moment. On va le revoir à un moment donné. Il va crever l'abcès et puis ils vont dire bon, écoutez, c'est passé maintenant. Mais on voit très bien que c'est pas un joueur sur lequel Nasri qui a été défendu par Nicolas Anelka dans la journée. Ouais, bon, ça m'étonne guère. Ouais, moi non plus. Qui se ressemble s'assemble, comme on dit. Le club des enfoirés. Voilà, bon, bref. Et une autre solution qui aurait pu être viable, ça aurait été l'homme de cristal, Abou Diaby. Non mais ça c'est pareil, faut arrêter avec ces idées-là. Qu'est-ce que tu veux dire là? Diaby il est toujours blessé. Avec, ce genre de mec là qui viennent un peu d'un club. Diaby est toujours blessé. Il y a un problème récurrent avec les blessures. En revenir à dire oui avec Diaby, ça revient à dire la même chose que tout à l'heure avec le Portugal. S'il avait explosé au bon moment, eh ben peut-être que le Portugal aurait eu. Non, le fait est que Diaby n'a d'ailleurs pas le physique pour évoluer constamment au niveau. Et ça fait partie des problèmes d'un footballeur. Faut faire comme ça. Moi, je comprends pas à l'heure actuelle toujours. Je me demande pourquoi on fait pas davantage confiance à Mathieu Valbuena. Ouais. Mathieu Valbuena, la plupart du temps où il a apparu en équipe de France, il a été bon. C'est sûr. À l'Olympique de Marseille, il est bon. Si, attends. Oui, mais là aujourd'hui sur ce match-là, je suis d'accord. Valbuena, tu peux pas le mettre autrement qu'à l'aile. T'es d'accord avec moi? Bah si, Valbuena a beaucoup joué à l'OM en numéro 10 et même en 9,5. Et même derrière l'attaquant, ouais, mais aurait-il la corpulence physique et puis même. Non, c'est pas une question de physique. Je veux dire, le physique, on a compris que dans le foot, il y avait pas que ça. Non, mais quand je dis physique, je dis pas que de la conservation de balles, etc. Robin, il a joué en Ligue des Champions, on est d'accord. Oui. Les matchs les plus physiques, il joue en Ligue des Champions. Auxerre aussi a joué en Ligue des Champions. Voilà, il a garçon. l'expérience du haut niveau, il a quand même. Il le mérite, je comprends ce qu'il veut dire parce que sur les derniers matchs, il est plutôt bon avec l'Olympique de Marseille, mais c'est encore une fois, c'est pas un mec sur lequel tu vas fonder. C'est peut-être pas le top player, mais il peut faire du dépannage. Aujourd'hui, sur des Karim Benzema. C'est marrant, mais tu vois, là, dans le match maintenant. Il se trouve que Menez, donc Debuchy monte assez souvent sur son côté, ce qui fait que Menez, souvent ils sont deux sur le latéral et j'ai l'impression que Menez joue de plus en plus en 10. C'est sur le match là, c'est ce que il a tendance à énormément vous regarderez le match, vous me direz. Je te rappellerai qu'il a contrôlé le jeu un petit peu. Je te rappellerai qu'il a été formé en numéro 10. C'est pour ça et j'allais le dire. Donc bon, alors après mais il a trop de déchets pour là si on regarde vous avez la composition sous les yeux, si on regarde un petit peu le 11 de départ, c'est un 11 test. Enfin moi je vois très clairement surtout avant un match c'est un 11 surtout si je mettais on a pas mal de blessés. Benzema sur le côté, Giroud en pointe, on va voir. Mais tu sais que Benzema et Giroud, c'est la 3e fois en 4 matchs qu'ils sont alignés ensemble. Et je vous donc rappellerai Deschamps a une réelle envie de créer une complicité entre les deux joueurs. Il manque un certain Franck Ribéry aussi dans ce 11 de départ. Et je vous rappellerai que Benzema Ribéry, c'est aussi 10 des 11 derniers buts. Ils sont impliqués dans 10 des 11 derniers buts. Ah ouais, c'est énorme. Ça, c'est une excellente statistique. Donc ça montre quand même l'importance des deux joueurs dans le groupe. Cette relation, voilà. Certes, il y a eu beaucoup de critiques à leur égard. 10 des 11 derniers buts, ça me paraît bizarre. Non mais impliqué. Donc c'est-à-dire qu'ils soit une passe décisive, soit un but. Ouais, mais même ça me ah d'accord, très bien, oui. Impliqué, c'est-à-dire que s'il y en a au moins un des deux qui a fait une passe à un autre joueur, c'est bien Walid. D'accord, c'est bien. Non mais parce que les deux non mais parce que là Deschamps, c'est peut-être justement ce qu'il cherche, un numéro 10 en mettant Giroud et Benzema. Il sait très bien que Giroud va maintenir l'axe. Giroud va jouer haut et Giroud va essayer de servir de point d'appui. Et il sait aussi très bien, en ayant été victime plusieurs fois, que Benzema dézone à outrance. C'est-à-dire que Benzema a tendance très souvent à jouer en numéro 10. Ça n'est pas un problème. C'est peut-être qu'il pourrait se transformer.
c'est peut-être Benzema justement qui pourrait tenir ce rôle de numéro 10, même si sur la feuille de match a priori il joue pas numéro 10. De toute façon, moi sur le terrain concrètement, c'est la plupart du temps c'est lui qui distribue le jeu. Arrête de le couper, je vais te couper ton micro toi. Moi je voulais juste placer un truc, cette histoire de poste de numéro 10, de numéro 9, etc. Il commence un peu à m'agacer dans le sens où dans le football moderne, ce que j'appelle le football moderne depuis quelques années et à l'initiative je vais t'arrêter immédiatement. On a oublié qu'aujourd'hui toutes les grandes équipes reviennent à un système plus classique. Le FC Barcelone reprend un système où il y a un numéro 10, Serge Fabregas. Toi tu me coupes et tu m'as même pas laissé terminer ce que j'allais à dire. Je pense que maintenant il n'y a plus de postes, les postes sont interchangeables, ça bouge énormément, ça dézone beaucoup et le truc c'est qu'il faut, et cette histoire il n'y a plus de poste fixe. C'est ce qu'on voit au Barça. On change sans arrêt de poste. Celui qui était au centre, regarde Lionel Messi, son placement, il change tout le temps, il est à l'aile, un coup il est en 10, un coup il est en 9. Donc finalement c'est question de poste, il faut juste 3 joueurs qui s'entendent bien et le problème de Benzema qui dézone, c'est pas un vrai problème si le même temps on a Franck Ribéry ou Jérémy Ménez, plutôt Ménez qui est bon dans ce rôle et qui sait le faire contrairement à Ribéry, est capable de prendre l'axe devant et de faire un peu ce qu'il fait avec Zlatan. C'est exactement ce que je te dis, c'est que c'est pas un problème dans la mesure où Deschamps travaille en fonction de ça et Deschamps met en place sa tactique en fonction de ça. Donc il faut que les autres joueurs s'adaptent à ce système-là. Après, reste à savoir si tu tournes ton équipe autour de Karim Benzema. Moi, je pense que c'est faisable parce que c'est l'un des meilleurs joueurs français actuellement. Et pour moi, c'est peut-être aussi l'une des solutions justement parce que Benzema, on voit qu'en 10 au Real, c'est plutôt efficace quand il y a les joueurs qui compensent derrière lui. Parce que t'as un Cristiano qui prend très souvent le. Si Cristiano prend l'axe, prend sa place, pourquoi pas Ménez, pourquoi pas Ribéry? Je vous rappelle, Ribéry ne sait pas le faire. Ribéry ne sait pas le faire, mais par contre Ménez, oui. Ménez le fait souvent au Paris Saint-Germain. Je le vois souvent prendre la profondeur. Voilà. Moi, je trouve pas que ça soit une solution tellement ridicule. Reste à savoir combien de temps ça va mettre parce que c'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours. Mais de toute façon, je crois qu'on est depuis l'ère Laurent Blanc, on a trouvé notre trio et voilà. Le problème n'est pas forcément ici, j'ai l'impression, offensivement, mais plus au milieu, dans l'entrejeu et en défense. Voilà, justement, on revient un petit peu sur la thématique un petit peu du débat qui est le milieu de terrain. Je vois un entraîneur qui s'appelle Didier Deschamps. Je vois des défenseurs relativement appliqués, qui montent un petit peu, mais Debuchy, Clichy, ça monte un petit peu, mais qui sont relativement appliqués. Je pense qu'ils feront ce qu'on leur dit si jamais on leur dit de rester en bas. Je vois 3 milieux défensifs. Est-ce que Deschamps se serait pas dit, tiens, ça a marché en 98, 3 milieux défensifs et une équipe à 8 derrière? Et si je faisais pareil? Mais le problème, c'est que je pourrais valider à la limite cette théorie si il me sort ça dans un match coup près. C'est-à-dire que là, il joue contre le Japon dans un match amical, donc il se dit à la limite si on met 3 milieux défensifs, tant pis, c'est pas très grave, c'est pas un drame. C'est un drame pour tous ceux qui se déplacent au Stade de France. Ouais, non, mais est-ce qu'il se dit pas le jeu tant pis et on fait une dynamique d'habitude le problème c'est que si c'était aussi simple que ça, s'il suffisait de sacrifier le jeu au profit du défi physique pour gagner, tout le monde ferait ça. Sauf que c'est pas le cas. Je veux dire, pour faire ça, il faut une solidité défensive avérée. À l'heure actuelle, on joue avec Koscielny, Sako en défense centrale. C'est pas non plus l'assurance tout risque. Je vous rappelle qu'on prépare un match contre l'Espagne. Messieurs, je vous rappelle qu'on prépare un match contre l'Espagne. Et l'Espagne, ce qu'elle redoute vraiment, c'est le défi physique, on est d'accord. Une équipe qui veut le ballon. Non, c'est fini ces histoires. Ah non, Moustapha, c'est fini. Et Walid, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ah non, Moustapha, c'est fini. T'as plus le droit de dire ça. L'Espagne, attends. Après ce qu'ils ont démontré depuis 2008, l'Euro, 2010, 2012. Les joueurs espagnols, même au niveau les joueurs barcelonais, ils sont peut-être pas impressionnants, mais il y a quand même une agressivité. Le truc, c'est que c'est pas leur physique tellement qui leur permet. Avant, ils avaient peur du défi physique, mais ils sont arrivés à un tel niveau de technique de contrôle du ballon. Qui leur a imposé le défi physique vraiment? Moi, j'aimerais voir une équipe qui leur impose un vrai défi physique. Le souci, c'est qu'il y a aucune équipe qui arrive. Tout le monde fait ça contre eux. Tu regardes le dernier match que l'Espagne galère à gagner en Biélorussie. Les Biélorusses, ils jouent dans leurs 20 mètres pendant 90 minutes. Ils font que ça. C'est un mur, c'est un autobus, c'est Chelsea x 15. Et tu vois que l'Espagne a galéré face à ça parce qu'il y a eu les conditions qu'il y a eu. On a vu que Chelsea contre Barcelone a bien réussi à tenir le coup. Chelsea ont des joueurs physiques. Chelsea, c'est un autre niveau. Regarde la ligne défensive de Chelsea. C'est la crème du joueur physique, Chelsea. C'est-à-dire que toujours dans leur recrutement, enfin c'est un peu moins vrai maintenant dans leur recrutement, mais Chelsea, traditionnellement, il y a eu le sexy Chelsea, ça s'est arrêté dans les années 2000 et 2000-2010, c'est les joueurs les plus physiques, qui ont le meilleur physique au monde, sont à Chelsea.
D'accord. Maintenant, c'est un peu moins vrai. C'est en train de changer. Je nuance mon propos. Faut jamais être blanc ni noir. C'est en train de changer, mais c'est pas non plus encore le Barça. C'est pas en plus le Barça, mais ça marche bien en championnat en tout cas. Après, bref, c'est pas le même débat. C'est pas pour dériver. Mais cette histoire de l'espagnol peu physique, technique, mais qu'on peut prendre physiquement et le bouffer, tu vois, on prendrait l'ascendant sur lui au bout de l'heure de jeu, qui est une idée communément reçue et voilà, c'est un peu un cliché. Elle est complètement terminée. Regarde au Barça, l'intensité physique. Regarde le Real. Est-ce que tu as vu le match du Classico? Tu as sans doute dû le voir. Moi, j'ai trouvé que quand même le niveau physique. Il y a une intensité physique, mais qui est pas forcément basée sur le duel pur et dur. C'est ça la nuance. C'est que le physique, c'est pas mieux pour le football. Bah oui, non, mais c'est pas basé uniquement sur le contact. Et ça leur réussit. Ah oui, mais parce qu'en France, pour nous, le physique, c'est forcément l'intensité. C'est les contacts. Il faut que ça fasse mal. Il faut qu'il y a des chevilles de cassées. Non, c'est pas ça le physique. C'est aussi le repli défensif. C'est un point physique essentiel. Est-ce que tu as les capacités de revenir à chaque fois? Juste pour revenir un petit peu, on se recentre un petit peu, messieurs. Non, mais c'est vrai, on est parti sur l'Espagne, on a bien analysé l'Espagne, c'est bien. Maintenant, la France, quelles armes elle a? Clairement, physiquement, on lui peut pas lutter. Non, on peut pas lutter. Techniquement, on peut pas lutter. On peut pas lutter non plus. Bon, on n'a pas besoin de. Tactiquement, peut-être. Qu'est-ce qu'on fait alors? Tactiquement, on fait quand c'est la plus-value des champs. Tu luttes avec qui tactiquement? Tu joues contre des mecs qui jouent au Barça, qui jouent au Real. Et toi, tu veux lutter tactiquement avec Etienne Capou, Moussa Sissoko et Matuidi. Écoute, c'est pour ça. C'est ça. Comment les mecs contre l'Espagne, ils jouent ensemble depuis 7 ans. Nous, on a une équipe qui se renouvelle sans arrêt. C'est jamais la même défense centrale. Ça sera toujours pas la même. Mavouba sera absent. Mbiwa sera pas là. Je veux dire, il y a toujours des changements. Bah oui. Et je vois pas. Si tu veux, à l'heure actuelle, si c'est ça la question de fond que vous vouliez poser, je vois pas comment on pourrait inquiéter cette équipe d'Espagne. Donc après, forcément, vous allez me dire c'est du football. On va souffrir, oui. Pendant un match, on sait jamais, tout peut arriver, mais ça c'est les conneries qu'on entend sans arrêt. Sauf que pendant 90% du temps, si on joue 9 fois sur 10 contre l'Espagne, et 9 fois sur 10, en tout cas, on gagnera pas le match. Mais le souci, c'est à chaque fois qu'on a joué contre l'Espagne, ils ont jamais vraiment écrasé l'équipe de France. Oui, mais c'est une fausse impression. Attends, à l'Euro. Écoute, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire le match de l'Euro. Je veux bien que l'équipe d'Espagne ait eu fait la misère. La possession de balle à outrance. Non, mais ça suffit. Ça suffit. Ça suffit de faire plus. Ils gagnent 2-0. Ils gagnent 2-0. Après, c'est de la maîtrise. Ça s'appelle de la maîtrise. Ils gagnent 1-0 après le penalty étalé. C'est exactement le Barça. En face, t'as une équipe qui ne fait rien. Moi, ce que je te dis, voilà, c'est ça. L'Espagne a écrasé la France dans le sens où la France n'a eu aucune possibilité offensive. Que dalle. Mais moi, ce que je veux pas avec des joueurs du calibre de Ribéry, Benzema, etc. Moi, ce que je veux pas qu'on fasse, c'est la frappe de Cabaye. C'est la tête de Cabaye même. C'était une tête de Cabaye dans ce match. C'était la seule occasion qu'on a eue. C'est dire le peu d'occasions qu'on s'était créé dans ce match. Ce que je veux pas qu'on fasse, c'est qu'on arrive à ce match en se disant il ne faut surtout pas perdre. Moi, je veux qu'on arrive à ce match et qu'on se dise on tente notre chance crânement. On sait qu'on n'a peut-être pas le niveau de l'Espagne, mais il faut au moins essayer de gagner ce match. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que quitte à perdre, autant perdre avec ses valeurs. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quelles sont les valeurs de l'équipe de France? C'est ça la question. C'est quoi nos valeurs? C'est un jeu défensif, offensif, physique. Apparemment, j'ai l'impression. Sur quoi sont basées nos valeurs? Sur un jeu physique, puisqu'il a fait des choix clairs dans ce. Oui, mais là, c'est le Japon, c'est amical. Et surtout que moi, là, j'ai l'équipe d'Espagne sous les yeux. Il manque quand même certains joueurs, notamment en défense. En défense, c'est peut-être le seul point où on pourra tenter quelque chose, quoi. Après, on sait que Xavi Martinez et Sergio Busquets peuvent jouer en défense, mais ça reste quand même le seul véritable défenseur qui est en forme en ce moment, c'est Sergio Ramos. Jordi Alba, c'est un bon joueur, mais c'est pas le meilleur arrière-gauche qu'on connaisse. Arbeloa, c'est quand même assez limite. Nacho Montréal, je sais qu'il pourrait remplacer. Il me semble que c'était du côté d'Arbeloa qui avait eu quelques. Oui, de toute façon, c'est le plus faible entre guillemets de la défense. Ouais. Mais bon, après le plus faible, il est titulaire au Real Madrid, donc c'est ce que je dis. Il faut nuancer quand même ses propos. Si Arbeloa est très faible, je veux dire Mamadou Sakho à l'heure actuelle, il est remplaçant au PSG. Qu'est-ce qu'on dit? Tu vois, il n'est pas remplaçant au PSG. Il a un statut précaire. Tu l'as vu au FC Porto, il était titulaire, il était sur le terrain. Contre Marseille, il était suspendu. Voilà. D'accord, mais excuse-moi, le début de saison, tu peux compter son nombre de matchs. Ouais. Non, mais c'est faux, il en a fait 8 ou 9, toutes compétitions confondues. On va rechercher ça. Je crois que ça doit être 7-8, mais il en a fait pas mal entre toutes compétitions confondues. Ça doit être ça, 7-8 matchs. Tout ça pour dire que certes, Piqué et Puyol sont absents, c'est deux cadres de cette équipe. Puyol, c'est au-delà d'un cadre technique, c'est plutôt un cadre dans le vestiaire, parce que Puyol, c'est quand même un personnage.
Mais après, je veux dire, footballistiquement parlant, Puyol, à l'heure actuelle, vu son niveau est d'autant plus piqué, je pense que tu peux les remplacer. Tu peux les remplacer, surtout face à une équipe de France assez moribonde depuis plusieurs mois. Je vois pas, je vois pas, à moins qu'ils nous surprennent finalement, comme ça ne l'a pas été le cas depuis longtemps, mais je vois pas quel point positif on peut tirer de ces derniers mois et quel motif d'espoir on a avant ce match. Mamadou Sakho, c'est 8 matchs joués cette saison. Ouais. Voilà. Juste pour 8 titularisations. Voilà, c'est bien ce que je dis. Bah écoute, donc c'est un coup il est titulaire, un coup il l'est pas. Bah on est d'accord. Non. Bah non, il y a eu 9 journées. On va parler de championnat. Non, je parle toute compétition confondue. Je te l'ai dit. Il y a eu 9 journées de championnat plus 2 matchs de Ligue des Champions. C'est ça. Il a été blessé une journée. 8 sur 11. Suspendu une journée. Bon, bref. Quand il y a Alex. Voilà. Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on compte un match même si le joueur est rentré. Donc, voilà. Non, mais là, titulaire à chaque fois. Titulaire à chaque fois. Autant pour moi. Voilà. J'aimerais revenir à notre sujet, s'il vous plaît. Ouais. Tu me parlais de motifs d'espoir. Moi, j'en ai un. Il s'appelle Karim Benzema. Il joue au Real Madrid. Je sais qu'en ce moment, il est pas en hôte de sainteté avec Mourinho. Qu'il a des petits soucis. Non, mais c'est pas vrai. Mais arrêtez avec ça. C'est surtout au niveau du jeu, moi. Mourinho il a mis du temps à devenir l'attaquant qu'il est. Il a mis du temps à démarrer. Alors, on a vu son ciseau sous tous les angles, voilà. Mais c'est anecdotique. C'est tout le temps comme ça. C'est tous les ans comme ça, Benzema. Est-ce qu'il y a non, pas tous les ans. Ah si, tous les ans, il commence au mois d'octobre. Non, il avait commencé tôt. Me faites pas un procès, j'ai pas fini, s'il vous plaît. Moi, ce que je vous dis, c'est que c'est un joueur de grand talent. On sait que cette équipe va tourner autour de lui dans ce match, que ce soit contre le Japon ou contre l'Espagne. Pourquoi pas une surprise venant de ce joueur? On sait que c'est un joueur de grande classe. Ok. Et tu l'alimentes comment, Benzema? Qui c'est qui va alimenter Benzema? Qui va lui mettre les ballons? Et pourquoi Cabaye est dans cette équipe de France? Personnellement, Cabaye, moi, je pense que Cabaye revient de blessure. Là, on parle de l'Espagne. Je sais bien. Cabaye, ça va être trop juste. On va jouer contre Xavi, on va jouer contre Iniesta, on va jouer contre Fernando Torres, on va jouer que contre des mecs de ce calibre-là. Et moi, ce que tu me proposes en face, c'est donc ce que Deschamps nous met ce soir, c'est de jouer avec Etienne Capoue et Matuidi, et Blaise Matuidi. Donc Blaise Matuidi va alimenter Benzema, qui ensuite mettra une passe décisive à Olivier Giroud. Je veux pas paraître trop pessimiste, tu veux. Mais le problème, c'est problématique. Le problème, c'est que si à la limite cet effectif-là, tu l'as depuis 2 ans, il est travaillé, il y a des complicités. Tu sais, je veux dire, pourquoi pas, à la limite, si les joueurs s'entendent bien entre eux, je veux bien. Mais le problème dans tout ça, c'est qu'on sait que dans le groupe de l'équipe de France, il y aura toujours, comme dans certains groupes, des distensions. Et en plus, il y a à l'heure actuelle pas de complémentarité. Preuve en est, Patrice Evra qui appelle Jallet par un prénom différent en milieu de semaine. Bon, ça c'est anecdotique, mais c'est pas une blague. Non. C'est pas une blague. Ça montre juste que le mec ne connaît pas avec qui il joue. Alors, il connaît pas le mec avec qui il joue. Et alors, t'as un mec qui arrive dans ton cours, tu le connais pas son nom, c'est pas un problème. On parle de l'équipe de France, on parle d'un sport collectif là. Tu dois connaître avec qui tu joues. Non, écoute, excuse-moi, peut-être Patrice Evra, il a vu d'autres gens, il sait pas, c'est une blague. Ça, en plus, il a vu d'autres gens, tu me dis ça comme si en plus, quand l'information a été donnée sur un média célèbre, ils l'ont donné ça sur le ton de l'humour, tu vois, c'est pas un truc sérieux, on peut rien conclure de ce genre de conneries. Sérieux ou pas, c'est un fait. Il s'est trompé dans le prénom, et même c'est Ribéry qui l'a repris. En lui disant, il s'appelle pas comme ça, il s'appelle Christophe. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas changer de système et intégrer Mathieu Valbuena dans un 4-5-1? Oui, mais le problème de Valbuena, le problème de Valbuena aussi. Giroud. Là, je veux dire, à la limite, Deschamps, il fait son truc. Si c'est bien pour faire jouer Benzema, le faire dézonner et mettre Giroud en pointe. Si c'est ça qu'il veut mettre, pas la profondeur, si effectivement c'est ce que Deschamps veut mettre en place, à la limite pourquoi pas, mais faut s'attendre à ce que ça prenne du temps. Non mais je vous rappelle que Didier Deschamps connaît très bien Valbuena, il l'a eu pendant 2 ans. Justement, il était pas forcément très fan à l'Olympique de Marseille. Il en était voilà. Mais pourquoi l'avoir appelé dans ce cas-là dans cette équipe? Mais non, mais après, il est en bonne forme et même l'objectivité du sélectionneur. Voilà. Et sur le fond, je suis d'accord. On n'a pas de choix. Sur le fond, je suis d'accord, mais pour reprendre un peu tes dires. Je suis d'accord, effectivement, on doit monter une équipe, ça se construit, une équipe ça se construit, etc. C'est les discours qu'on entend au football qui sont vrais d'ailleurs, et donc il faut du temps. Mais on peut pas dire, on va essayer de mettre Valbuena sur le terrain, le titulariser à juste titre, parce qu'il est dans une bonne période, et c'est vrai, il est sur une bonne période, tout en sachant très bien que dans 3 mois, il sera, comment ça dans 3 ans? Dans 3 mois, je te dis, il sera moins bien. Non. Il y a quand même, il y a 2 ans, il fait une saison pleine. C'est la première saison pleine qu'il fait. Si, il y a 2 ans, il fait une saison pleine, Valbuena. C'est d'ailleurs la première. Il fait une saison, il n'a pas de gros trous. Ça veut pas dire qu'une excellente saison. Regarde ses stats, tu verras qu'il avait de très bonnes stats cette saison-là.
Mais là où je te rejoins, c'est que c'est vrai que Valbuena, tu sais très bien que si tu mets construire maintenant, quelque dans chose 3 avec ans, Valbuena. dans 2 ans, Valbuena, c'est plus que c'était. Voilà, et puis voilà. C'est pour ça que je te dis que Deschamps, s'il a un projet, ok. Mais là, on parle Qui de nous l'Espagne. l'explique, peut-être. Et moi, je te dis, en Espagne, qu'on y aille, qui continue avec ce projet, qu'il essaie de le concrétiser sur le terrain. Moi, ça me ferait chier, je le dis, ça me ferait chier, ça m'emmerderait qu'il retourne sa veste, qu'il change de tactique pour ce match et qu'au final on perde quand même 2-0 en n'ayant rien vu, en n'ayant rien appris de ce match. De toute façon, là, on va se faire bouffer concrètement. Oui, mais je préfère me faire bouffer direct, hein. en affirmant une tactique qu'on va développer sur plusieurs jours, plutôt qu'en changeant au dernier moment pour essayer de faire un résultat. On va voir ce que ça donne. Et au final, rien apprendre et repartir complètement bredouille. Robin, ce milieu physique, alors qu'est-ce que ça donne ultra physique? Parce qu'on a quand même des joueurs, on en a pas reparlé, mais ultra physique dans ce milieu-là. Oui, ultra physique certes, mais à quoi? Le physique doit servir à la conservation de balles, à faire remonter un bloc, etc. Ou à harceler le porteur du ballon. Je pense que c'est plutôt son idée. Oui, pour Deschamps, c'est le cas, mais je t'ai fait un petit peu un panel de tout ce qu'un milieu défensif physique peut faire, ou tout ce qu'un milieu physique peut faire. Est-ce que vraiment Capou a la capacité de gérer un Xabi Alonso et de lui courir après pendant 90 minutes? J'en doute. Il va craquer. J'en doute. Même chose pour Matuidi. Ensuite, là, de tout ce que vous me dites, il n'y a pas d'espoir, etc. Je trouve ça un peu triste, mais il faut se poser la question, est-ce qu'il faut arrêter de penser la France en termes tactiques, physiques et techniques comme dans le top 10 mondial et simplement... Non, on l'est clairement plus là. On n'y est plus au classement FIFA. Oui, je sais qu'on n'y est plus au classement FIFA, etc. Mais mentalement, est-ce qu'il ne faut pas essayer de se dire, on joue les deuxièmes places, un trou, on joue les quarts de finale. C'est un trou. De toute façon, je trouve ça triste. Je trouve ça à la fois nécessaire et triste. C'est-à-dire que c'est nécessaire dans le sens où ça peut nous faire prendre conscience un petit peu des vraies qualités qu'on a et baser un développement non seulement dans l'équipe de France, mais aussi dans la formation des jeunes sur ce point-là. Et en même temps, c'est triste parce que ça nous condamnerait à se dire des matchs contre l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, contre les nations majeures du football ou le Brésil, se dire de toute façon c'est pas grave, on les perd. Faut pas déconner non plus, on n'est pas l'équipe du Swaziland, je dirais. Non, certes. Mais à vous entendre, on est passé dans les bas-fonds du classement FIFA, on joue plus de compétition nationale, on n'a plus d'équipe de foot, c'est quand même incroyable. Ouais. Moi je pense qu'aujourd'hui on a un système de formation qui va nous permettre de nous redresser. Ouais. Cette équipe de France, elle n'est pas aux abois, elle n'est pas aux oubliettes, je dirais. Oui, non, mais c'est évident, hein. Je pense qu'on reste quand même la France. Je suis désolé, mais une nation quand même majeure du football, quoi qu'on en dise. Et c'est vrai qu'on doit se défendre et d'être présent au minimum au prochain mondial, quoi. Ça veut dire que si on n'y est pas, c'est une catastrophe absolue. Donc d'accord, pour ne pas terminer premier de ce groupe, où la place semble quand même être promise à l'Espagne. Là encore, on n'est pas à l'abri d'un faux pas des Espagnols. Non, j'y crois pas. Faut pas s'enterrer avant. Attends, ça fait 4 ans que les Espagnols sont au top. Non, j'ai du mal à y croire. Ça fait 4 ans qu'ils sont au top. Non. Et pour rebondir sur ce que dit Walid, est-ce que, ok, on va peut-être y aller au mondial, mais si c'est pour recommencer comme ça se fait depuis 4 ans, changer de sélectionneur, ne rien apprendre, pourquoi pas pour une fois, voir vraiment sur le long terme. Si on y va à l'arrache en 2014, encore une fois, ça marche pas, on change, on recommence, ça marchera jamais ce système-là. Moi, j'aimerais bien qu'on se projette davantage sur l'avenir, 4 ans, 6 ans, peut-être plus même. Mais voir sur le court terme, de toute façon, ça n'a jamais servi. Donc je vois, Walid, à toi de me répondre, mais je vois pas en quoi l'objectif de la Coupe du Monde 2014 serait une fin en soi. Non, mais pas forcément pour des questions sportives, mais je suis désolé d'en parler, mais pour des questions par exemple financières et d'image, c'est une catastrophe absolue pour une fédération de ne pas être présent à un mondial. Merci. Et pour la fédération française de football, qui est déjà pas forcément au top, c'est un peu moribond. Ne pas aller au prochain mondial, tu imagines même pas les conséquences sur les partenariats, les sponsoring, et faut pas l'argent et tout ça. Faut pas oublier que la France va organiser l'Euro 2016. C'est quand même impossible et impensable. Excellent point. Excellent point. T'as bien fait de le rappeler, j'avais oublié ça. On organise quand même l'Euro en 2016. On peut pas passer pour des crétins chez nous, quand même. On a une certaine fierté, donc c'est important. Et pour terminer sur cette histoire de fédération, que c'est important d'aller en 2014 au mondial, l'équipe de France, ok, ça ne reste que l'équipe de France, mais il ne faut pas oublier que l'argent qui est gagné avec l'équipe de France, il revient aussi à la fédération et à la formation et au club et au football amateur.
Donc, si jamais on ne va bien pas. sûr que ça serait bien d'aller à la Coupe du Monde 2014. Mais c'est pas une question de ça va être bien, c'est essentiel. Essentiel. Mais là, à l'heure actuelle, quand tu te projettes, moi je préférerais qu'on se projette justement sur cet Euro 2016. Pour moi, le véritable objectif. Tu laisses tomber le mondial. Mais pour moi, le véritable objectif, c'est cet Euro 2016. C'est pas le mondial 2014. Je suis d'accord. C'est l'objectif, c'est l'Euro 2016. Mais on ne peut pas se permettre de laisser tomber et de dire c'est le mondial. Tu l'as bien vu avec l'Espagne. Combien de temps ça a mis avant de gagner? Avant, l'Espagne, c'était l'équipe de losers. Avant, l'Espagne, c'était l'équipe qui ne gagnait rien, aucune compétition. La France a été comme ça aussi avant 98, je te signale. C'était aussi l'équipe loser. Ça se casse, ça. Enfin, je veux dire, ça à un moment donné, le rythme, la spirale, elle se casse. Ça met du temps. Fini. Un groupe, ça met du temps à se créer. L'Allemagne, regarde, ça fait combien de temps? Ça fait depuis 2006 qu'ils enchaînent les bons résultats. Ça finira par payer. Je pense que ça finira par payer. On verra. En tout cas, il y a une continuité. On a souvent dit ça aussi pour les Pays-Bas. Oui, mais en tout cas, il y a une continuité, il y a un projet, il y a quelque chose qui est affirmé. Quand tu penses Allemagne, tu penses Joachim Löw, tu penses jeu léché, tu vois du beau football. Quand tu penses équipe de France, on n'a rien. On n'a rien de concret qui nous lie à cette équipe. Messieurs, je vous propose d'écouter Didier Deschamps sur le sujet simplement, rapidement, et puis ça va pouvoir nous permettre de faire une petite pause, nous calmer un petit peu, et puis de réagir, nos esprits. De réagir à ce qu'il dit. Garder notre classement. Après que la France, aux yeux de l'Europe et du monde, représente toujours une nation où il y a des footballeurs de talent, certainement. Après, historiquement... sur ces dernières années, les résultats qu'a obtenu l'équipe nationale nous a fait sortir des 10 premières nations. Donc, après, potentiellement, oui, j'ai des joueurs de qualité à disposition, mais ça sera à nous de faire en sorte, de par nos résultats, de remonter dans la hiérarchie mondiale. Dans toutes les générations qui ont eu... la chance, et c'est valable en France, et toutes les nations de football qui ont eu la chance de gagner des titres, il y a forcément un joueur d'exception, au moins, qui fait la différence, qui est décisif. Ça a été le cas pour la génération Michel et la génération Azizou. Après, évidemment, qu'il y a des partenaires à côté, derrière, c'est un ensemble, c'est collectif. Dans mon rôle de sélectionneur aujourd'hui, c'est de mettre évidemment le talent que je peux avoir à disposition dans le domaine offensif, les mettre dans les meilleures conditions et d'avoir une équipe qui soit bien organisée pour leur permettre justement d'être efficace et de faire gagner les matchs. Bah écoute, moi je le trouve bien pessimiste, mais d'un côté, je comprends ce qu'il veut dire. Attends, Raphaël, calme-toi. Je t'écoute. Je comprends ce qu'il veut dire parce que si tu veux, personnellement, je pense qu'on l'a, ce joueur qui peut faire la différence. Mais le souci, c'est que il a pas ce collectif autour de lui. C'est qui? Benzema. Non? T'es pas d'accord avec moi? Ce joueur qui peut faire la différence à tout moment, c'est déjà qu'il fasse la différence au Real de manière durable. Non mais voilà, Benzema, c'est un excellent joueur. Il est très très fort. C'est l'un des meilleurs attaquants d'Europe. On peut le dire. Mais Benzema, je sais pas. À l'heure actuelle, je sais pas parce que j'ai pas de certitude. J'ai pas de souvenir récent de lui en Ligue des Champions marquant un but décisif en demi-finale ou en finale de Ligue des Champions parce qu'ils sont pas allés. Faut laisser un peu de temps. Mais voilà, je pense qu'il faut laisser un peu de temps. Et moi justement, je pense qu'il y a un problème d'étymologie, de choix du mot. Je trouve pas Deschamps pessimiste, je trouve Deschamps hyper réaliste justement. Je trouve que Deschamps arrive à prendre un recul incroyable sur la situation de l'équipe de France, il le dit lui-même, au vu des résultats, mais l'équipe de France n'a rien de grand depuis ces dernières années. Certes, mais tu peux dire ça en évitant d'avoir l'air d'avoir pris un Valium juste avant. Si tu Merci. C'est le style Deschamps. Mais il s'excuse. Pardon. Mais Deschamps, en conférence de presse, ça n'a jamais été José Mourinho ou Guéret. Non, mais c'est pas comme ça que tu instaures une spirale positive. C'est pas en disant, écoute, je fais avec les moyens du bord, j'ai pas une bonne équipe, mais je fais ce que je peux. Non. Mais après, ça dépend. Si tu veux que le mec te fasse de la langue de bois sans arrêt en conférence de presse en te disant, on a une équipe fantastique, alors qu'il le voit bien à l'entraînement, qu'il a Matuidi, Capou et compagnie. Il y a un moment, il faut savoir ce qu'on veut. On sait qu'on n'a pas une équipe ultra compétitive, mais on a une équipe qui a des talents. Et il faut savoir mettre. Mais c'est qui mais dis-moi qui. Ribéry, Benzema, Kaba, il peut faire des trucs. Bien sûr, il y a des joueurs. Sako, laisse-lui un peu de temps. Tu parles de bons joueurs. Mais il y a des joueurs Benzema qui est excellent. Benzema, Ribéry qui est potentiellement excellent dans certains matchs. Ribéry, t'as Rémi aussi qui va revenir, je pense. T'as des bons joueurs. Mais là, je pense que c'est encore un problème de choix du mot. Je veux dire, ces mecs-là, un mec comme Menez, il est pas excellent.
Il est pas excellent, Menez. Il peut l'être. Menez, il est bon, il peut être très bon parfois, mais c'est pas un excellent, c'est pas un top player. Menez, je pense que tu joue au Paris Saint-Germain. Je peux te dire que je t'assure, il joue à Chelsea, il fait pareil, les mêmes prestations qu'à Chelsea qui fait au PSG. Je t'assure que tout le monde dit il est excellent. C'est une question de représentation. Il joue en Ligue 1, non mais il est bon. C'est toujours ça, c'est comme Martin à Sochaux. Bah oui, mais jouer en Ligue 1, t'as pas la même pression. C'est pas pareil. Quand tu joues contre Evian Tonon-Gaillard, c'est pas comme quand tu joues contre Manchester ou Arsenal. Ouais, certes, mais bon, le PSG est en Ligue des Champions et en Ligue des Champions pour ça aussi, pour former des certains. C'est vrai qu'il a quand même Menez, le problème aussi, un des problèmes c'est qu'il a un problème quand même physique, il n'arrive pas à enchaîner les matchs, il va te faire 2-3 matchs, et puis là on l'a vu contre Porto, et il a du mal physiquement. Voilà, c'est ça, il a une inconstance. De toute façon, pour moi, Menez, c'est caractéristique de ce joueur-là. Parce que physiquement, il peut peut-être à la limite t'enchaîner 2-3 bons matchs d'affilée, mais il y aura toujours une cassure, une rupture. Il t'enchaînera pas 3 bons mois. Et pour revenir à ce que je disais, tu peux pas sublimer une équipe en leur disant écoutez, je suis désolé, j'avais pas de meilleurs joueurs que vous, donc je fais avec ce que je peux. C'est pas comme ça, que ce soit avec des enfants ou avec des joueurs de foot. Tu dis pas à quelqu'un que donc, qu'est-ce que tu dis, on y va, on va faire ce qu'on peut. Qu'est-ce que tu dis si Deschamps va en conférence de presse et tu dis j'ai une équipe incroyable, c'est génial, il y a des talents partout. Ne pas forcément, mais peut-être utiliser d'autres mots, dire que il a des joueurs courageux, il a des joueurs qui sont motivés peut-être, mais pas forcément des parler de progression avec Nasri. Non mais on peut parler de progression, c'est vrai. Justement, on peut parler de progression et de potentiel avec des joueurs comme Matuidi, comme Capou, même comme Menez. Oui, mais voilà, déjà potentiel, c'est un mot bien différent de talent. Oui. Ah non, tu mais vois, déjà, jamais. il y a une différence d'étymologie. Non, mais Matuidi n'a pas de potentiel. Faut être un mec comme Matuidi n'a pas de potentiel. On sait que c'est un mec. Je pense qu'un mec comme Matuidi, il est pas loin de son meilleur niveau. Oui, il est quand même techniquement pour la France à l'entrée de la surface. Très bien. Tu vas nous faire le commentateur live. Donc en direct du Stade de France. Oui. En direct de Saint-Denis. Attends, je fais le petit décalage. Oui, donc Raphaël. Bref, Benzema qui décroche une belle frappe des 30 mètres qui vient pile dans les coucougnettes de Kagawa. Ouais, je fais du Thierry Roland un petit peu. Et qui accroche Jérémy Ménez juste après et coup franc. Enfin, c'est pas Kagawa qui a accroché Jérémy Ménez, mais bref. À combien de mètres de la... il est juste à l'entrée. Pour te dire, je pense que pour te juger au niveau FIFA, 2 barres et un quart, ça devrait rentrer. Je pense. Vous voyez pas mal. Non mais voilà, je pense que vous avez du mal à prendre un certain recul avec l'équipe de France. Ouais. Vous voyez, avec le Portugal, les joueurs moyens dont parlait Nicolas Villas, quand t'es français et que tu parles du Portugal, tu les décèles tout de suite. Tu vois, oui, effectivement, sur le côté gauche, il y a des lacunes, il y a une déficience. Ouais. Mais en France, je pense que beaucoup n'arrivent pas à prendre ce recul-là, comme ils voient les joueurs évoluer beaucoup plus souvent. C'est-à-dire que, comme avec Matuidi, comme avec Capou, comme avec Sissoko, t'as toujours, justement, quand t'es français, cette infime partie superstition en toi qui te dit pourquoi pas contre l'Espagne réussir, alors que les 3/4 des mecs à l'étranger qui sont réalistes te diront mais l'Espagne va remporter la victoire et devrait pas avoir trop de soucis, même si ça reste l'équipe de France. Quand tu vois le 11 de départ, tu peux pas objectivement te dire l'équipe de France va poser des problèmes à l'Espagne. Il disait pareil en amical contre l'Angleterre qui avait aussi des problèmes de milieu de terrain, cette fois pas tellement de manque d'expérience mais de grosses méformes. On se souvient de Gerrard, etc. Quand t'as Gerrard, tu vois, je préférerais toujours un milieu de terrain en méforme avec Gerrard et Lampard qu'un bon milieu de terrain avec Capou. Mais mieux vaut des joueurs en méforme que des joueurs en progression qu'en méforme, pardon. Tu disais que les spécialistes donnaient la France perdante à 100%. Non, je te rappelle, on va pas faire du pourcentage à la Walid. Mais je te rappelle que la France, ça reste quand même. Ça reste quoi dis-moi. Depuis 2006, c'est quoi la France? Une équipe qui est crainte, écoute, par toutes les grandes équipes. Ça, c'est pas faux. Je te mets au défi d'aller voir un entraîneur et de lui dire tu vas jouer la France demain. Écoute, ton équipe elle est plus forte. Là, t'as raison. Ça, c'est tout le temps comme ça. C'est comme quand toi tu vas jouer au foot le dimanche, tu sais que l'équipe elle est avant-dernière du championnat, t'auras toujours ce petit truc qui te fera dire on va jouer quand même contre 11 mecs. C'est plus que ça. Non, là, c'est plus que ça. C'est quand même la France, je suis d'accord. Ça, c'est un discours. Il y a une partie de démago derrière ça. Ton palmarès, l'entièreté des joueurs qui ont gagné ces compétitions-là ne sont plus là. Donc ton palmarès, il sert à rien. D'accord. Mais ça reste quand même une équipe de 11 joueurs, des joueurs qui jouent dans des championnat prestigieux. Donc tu crois que on va écouter Del Bosque quand on va l'interroger en conférence de presse là 2-3 jours avant. Tu crois qu'il va te dire quoi? On va gagner. Mais bien sûr qu'il va te faire un discours démagogique. Il va te dire oui quand de la démagogie, ça reste la France, c'est pas de la démagogie. C'est de la communication. C'est pas de la démagogie, c'est de la communication. En disant ça, il sait très bien que si il arrive quelque chose, et voilà. Non. Ça sera la France. Est-ce qu'il va tenir le même discours avec les îles Féroé par exemple? Je ne pense pas. C'est des problèmes de nom. Donc voilà. À part le nom, c'est ça. Vous basez sur le nom. À part le nom,
fédération, qu'est-ce qu'elle a la France depuis 2006 ? Elle n'a rien, aucune certitude. 2008 catastrophique, 2010 catastrophique, 2012 catastrophique. Bah partons de ce constat, et que penses-tu des objectifs de 2014 alors ? 2014, je pense que c'est prématuré, faut pas voir 2014, pour moi il faut penser Euro 2016, il faut penser long terme, qu'on commence maintenant à mettre en place un projet c'est exactement ce qu'on ne fait pas justement depuis ces dernières années, qu'on mette un projet en place, qu'on mette en place une politique, quelque chose de nouveau. On a Deschamps qui est quelqu'un d'intelligent qui connaît le football. Moi j'aime, voilà, c'est ça que je veux. On a un Euro 2016 en France, profitons-en, voyons sur le long terme. L'extrait qu'on nous a diffusé là tout à l'heure était intéressant dans le sens où moi je ressentais ces propos comme un règlement de compte un peu. Alors peut-être le terme règlement de compte est un peu trop fort, mais je le ressentais vraiment comme une pique lancée à la DTN, de la Fédération Française de Football, en disant voilà, vous nous avez formé finalement des joueurs qui sont bidons, et enfin peut-être pas bidons, mais qui ne servent pas à grand chose, qui sont pas les potentiels et les joueurs dont on a besoin aujourd'hui, et on paye finalement les choix qu'on a pu faire il y a 10 ans. Et voilà, il serait temps de le faire, quoi. Finalement, oui, il pique une crise finalement contre la DTN et la formation des joueurs. Je suis pas certain de ça. Je me rappelle pas d'un. Moi, je dis voilà, on peut pas faire en gros avec des joueurs. Voilà, il y a un projet, on a besoin de projets, on a besoin de temps, etc. Et finalement, ce qu'on a aujourd'hui n'est pas très intéressant. À l'heure actuelle, je pense pas que Deschamps se permette de lancer des pics à la DTN. Il vient tout juste d'être installé au poste de sélectionneur. Je pense pas que ce soit. Non, mais pas à la DTN actuelle, à la DTN d'il y a 10 ans, à celle qui a fait la politique telle qu'elle est aujourd'hui, tu vois. C'est parce que évidemment il y a la partie visible de l'iceberg, la partie immergée. Tu me dis ça et en même temps tu me dis il veut faire du Deschamps en mettant un milieu de terrain défensif, donc ça serait un peu une contradiction. Comment ça ? C'est vrai. Tu me dis il est contre cette formation physique défensive, et pourtant tu me dis qu'il prône ce jeu-là et qu'il a envie de le développer. Tu peux très bien avoir des joueurs physiques et technique. Mais toi, ce que tu m'as dit, c'est qu'il avait envie de le développer. Et Matuidi, je suis désolé, des joueurs comme Matuidi, c'est un très bon joueur physique. C'est un bon joueur de Ligue 1. Aucune technique, par contre. Il n'a pas de technique. Il n'a pas de technique. Il ne sait pas dédoubler, faire un 1-2, c'est trop compliqué pour lui. Donc voilà, on va pas lui réclamer trop. Pour lui, je pense qu'il est très heureux d'être en équipe de France et ça suffit, voilà. Mais écoute, on va rebondir sur ce que tu viens de dire, Walid. Qu'est-ce que tu penses de l'objectif Coupe du Monde 2014? Je coupe, mais c'est ridicule. 43e minute et le Stade de France fait une hola. Mais tu vois, à 0-0. mais le truc, c'est que tu la vois là. Ça doit être déjà la 4e. Parce qu'au Stade de France, c'est à partir de la 15e minute que ça arrive. De la stade qui bouge pas. Mais non, mais le phénomène que j'avais analysé, sociologiquement parlant, c'était que les holas. Les holas partent des virages, des virages, oui, des virages du stade, et à partir des présidentielles, donc tous les mecs en présidentielle arrêtent de la faire, et à partir de ce moment-là, tout le stade en chœur se met à siffler les présidentielles et à les huer, alors que pour moi justement c'est ceux qui sont l'impression qui huent l'équipe, quoi. Ils ont un match en phase 2 quand même, c'est-à-dire que c'est comme si c'est un spectacle en fait. Oui, pour eux. Ils vont au Stade de France, le public de Saint-Denis va au Stade de France comme il ira au théâtre, quoi. Il dit on va passer une soirée. Même à Santiago Bernabéu, tu peux dire qu'ils sont au théâtre et ils font pas la hola au bout de 15 minutes. Il y a la différence entre un public de connaisseurs et un public qui connaît pas tout à fait le même public qui va avoir une équipe nationale et un club. Un club, c'est plus un public de socios en Espagne. Va au Portugal et tu te rendras compte. Alors qu'une équipe nationale, c'est plus familial. Ça, oui, en France. Oui, justement, en France, à Saint-Denis, ça d'accord. Sauf que si tu vas à Marseille, tu te rendras compte, ou à Marseille, ou même dans les provinces, quand tu vas à Saint-Etienne, au Havre, le public dans les stades, c'est pas le même qu'au Stade de France. Au Stade de France, il y a une particularité qui fait que tu as un amas de personnes qui suivent pas forcément le foot, de mecs, t'as des places à 15 € qui ramènent leurs copines, qui ramènent leurs pères, ils vont en famille. Je trouve pas ça si mal. Honnêtement, faut pas. Oui, c'est bien pour faire mourir le stade, oui, c'est pas mal. Mais faut pas non plus être fermé. Non, mais c'est vrai, cette histoire de copines, j'ai été peut-être un peu taquin, mais oui, au Stade de France, tu viens avec ta copine. T'as les mecs qui arrivent devant le stade, et puis en club, tu viens avec tes potes, quoi. Tu vas foutre le bordel dans ton club. Sauf que ça, c'est vrai qu'en France. Oui. Et devant l'équipe, devant l'équipe de France, tu vas ramener ta copine, très bien faire ça ta famille. sans t'humilier comme c'est le cas au Stade de France avant les matchs en faisant des animations bidons. On se croit au Cirque Zavata, c'est complètement ridicule, ça n'a aucune valeur et ça fait perdre au stade toute crédibilité. Moi, ce que tu me dis, je trouve ça un peu discriminatoire parce que tu es en train de dire que le foot ça appartient qu'à une certaine catégorie de personnes. On est d'accord que c'est un sport populaire et il appartient à tout le monde. C'est pas parce que tu as des personnes populaires dans le stade que tu fais une hola au bout de 15 minutes. Là, c'est un problème de connaissance du sport en lui-même.
C'est un problème de footixerie massive. Le problème, c'est que dans le stade, les 3/4 des personnes qui y sont, justement, ne s'y connaissent pas. Après, dans ce cas, après, c'est vrai que tu peux pas faire de discrimination. Mais t'as pas besoin d'être cinéaste et cinéphile pour aller au cinéma. Merci Robin. Tu vois ce que je veux dire? Et pour non, Noël... mais sinon c'est dangereux dans l'élitisme que ça peut influer. Et moi, je t'ai pas dit que je voulais des PDG dans le Stade de France, au contraire. Écoute-moi bien, Raphaël. Pour Noël, je te ramène une Kalachnikov. Tu iras à l'entrée du Stade de France. Non, mais là, vous prenez ça sous le ton de la rigolade. C'est gentil, mais vous analysez pas le vrai problème. C'est qu'au Stade de France, il y a une ambiance qui est bidon, qui est ridicule, qui est complètement pitoyable. Je veux dire, t'as 30 Biélorusses qui viennent, ils font plus de bruit que tout le stade. Bah, il est là le véritable problème. Excusez-moi de pas me satisfaire du Nola au bout de 15 minutes alors qu'il y a 0-0. Oui, c'est pour ça que moi aussi je suis un peu indulgent à l'égard de cette équipe parce que finalement on a l'équipe qu'on mérite. Faut pas. On a le public qu'on mérite aussi. Oui, mais l'équipe de France aussi, elle a les résultats à l'image de son public, donc il faut pas non plus être trop exigeant. Mais est-ce que c'est pas aussi un effet inverse? Et par ailleurs, le problème, je suis pas sûr qu'il vient du stade parce que on a déjà vu des matchs délocalisés, c'est un peu mieux, mais guère mieux. Tu vois, non, si, en province, il y a quand même une ambiance bien différente. Un petit peu, mais ça reste quand même très moyen. Voilà. De toute façon, on va pas se relancer sur le débat, on l'a déjà fait. Mais c'est un débat. Moi, j'aimerais finir en demandant l'avis de Robin sur Chantôme. Clément Chantôme. Ah oui, très moi, bon. je voulais parler de Clément Chantôme. Mais moi aussi, je voulais parler de Clément Chantôme. Ça fait plaisir pour ce mec. C'est un putsch qui est au Paris Saint-Germain depuis 12 ans. Donnez-nous votre avis sur Clément Chantôme, mais on vous offre un Biactol. Au hasard, random, comme ça. Mais non, mais t'es pas gentil là. Voilà, c'est ça. Pour parler, il aura toujours cette tête d'ado. Pour parler plus sérieusement, moi quand j'ai vu Diarra, j'étais vraiment déçu. Je sais pas si c'est le mot, mais dans l'incompréhension totale. C'est-à-dire que Diarra, pour moi, c'est un mec. Il était peut-être à la mode à une certaine époque pour je ne sais quelle raison. Non. Là, t'exagères un peu quand même. C'était quand même un très très bon. Il y a combien de temps? Oui, il y a 4 ans. Bah voilà, le mec, ça fait 3 ans et demi qu'il faisait banquette au Real. Et t'as encore des mecs qui continuent à te dire je veux voir Diarra en équipe de France. Diarra était remplaçant, il s'exile en Russie. Et même en Russie on le sélectionne. Donc j'étais un peu dans la compréhension. Non mais la Russie laissez-moi finir. C'est fini la Russie, c'est plus le championnat de daube. Ouais, oui, t'as raison. La Russie c'est génial. Quand on va se faire taper en Ligue des Champions. C'est pour ça que moi quand Diarra a été pris, j'avais réclamé publiquement sur Twitter la sélection de Clément Chantôme que j'avais trouvé bon depuis le début de saison avec le Paris Saint-Germain. Depuis qu'il était revenu, je l'avais trouvé bien au niveau du jeu, dans l'entrejeu, je le trouvais intéressant, c'était le mot. Je le trouvais intéressant, il arrivait bien à faire le lien entre les lignes. Et c'est pour ça que finalement, moi, la présence de Clément Chantôme, j'en suis plutôt satisfait. Moi, j'aimerais revenir sur le cas Las Diarra. Dis-moi, quand est-ce qu'il a été sélectionné en étant titulaire en club? À Chelsea, il avait été sélectionné par Domenech alors qu'il jouait pas du tout. Au Real Madrid, il n'a jamais été titulaire indiscutable. C'est d'où l'incompréhension qui est née en moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a jamais déçu en équipe de France, même en n'étant pas titulaire. Il a fait quoi en équipe de France? Il a fait quoi? C'est bien beau de me dire il a jamais déçu. Qu'est-ce qu'il a fait en équipe de France? Je te rappelle qu'à une époque, on n'avait pas du tout d'arrière droit et qu'il y en avait un seul qui a pris la responsabilité de jouer arrière droit. D'accord, donc parce que t'as un bouche-trou qui joue arrière droit, faut applaudir. Non, bah, qu'est-ce qu'il a fait en équipe de France? Dis-moi, palmarès, match crucial. Il a pas fait de boulette. Mais il a rien fait du tout. C'est ça. Mais bref, le constat est cruel, mais il n'a rien fait. Mais il est pas là. Il est pas là et de toute façon, il a rien fait. Moi, pour parler un petit peu de Clément Chantôme, je pense que c'est un joueur intéressant dans le sens où c'est un joueur qui sait s'adapter au niveau qui lui est proposé. C'est-à-dire que je l'ai rarement vu vraiment à la masse dans un match et j'ai toujours vu au moins essayer. Je vois contre Marseille par exemple où il y avait Matuidi qui était pas mauvais à côté, mais où ils étaient fatigués, etc. Mais bon, ça c'est pas le souci. Mais je l'ai vu essayer de faire des percées, j'ai vu essayer d'amener du mouvement et je pense véritablement qu'il saura s'adapter à des joueurs comme Ribéry, Benzema, dans le sens où il va proposer quelque chose, il va aller chercher, il va aller regarder. Bah, là, moi, j'aimerais revenir sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que c'est un joueur qui a un certain talent, mais je pense que c'est quand même un talent perdu parce que ça fait un moment qu'il est au PSG et je pense qu'il aurait dû partir depuis au moins 2 ans. Parce qu'il joue pas régulièrement. Attends. Mais il joue pas régulièrement. Je connais quand même très bien ce joueur. Je peux me permettre de. Laisse-moi terminer. Walid, s'il te plaît. Dans l'erreur. Non, mais laisse-moi finir. Walid, je coupe si tu le. Moi, je pense que c'est un joueur qui aurait dû partir il y a au moins 2 ans de ça. Il y avait Arsenal qui s'intéressait à lui. Il y a même d'autres clubs italiens, il me semble, qui s'intéressaient à lui. Je sais que c'est un joueur qui avait un fort potentiel et qui aurait pu peut-être
s'exiler et très bien réussir à l'étranger parce qu'il en a les capacités. Combien d'exemples on a eu de mecs comme ça qui partent beaucoup trop jeunes à l'étranger et qui finissent mais trop jeune, il a 26 ans. Mathieu Flamini, évidemment. Et tu me dis qu'il devait partir il y a 2 ans. Tu parles de mec comme s'il en avait 31 ans. Il y a 2 ans, il fait quoi Clément Chantôme? Raphaël. Il serait parti à Arsenal, il aurait été remplaçant. Je veux dire, à un moment, faut arrêter. Et puis surtout, il a pas joué parce qu'il a été blessé énormément de temps. C'est ça, il les a enchaînés. Il a enchaîné les blessures. Là, il revient de blessure et il est bon. Voilà, donc il a eu énormément de trous. Et, je veux dire, 26 ans, c'est pas non plus la fin de la carrière. Drogba, il a pas explosé à 22 ans. Voilà, ça restera pour moi un talent gâché. Écoutez. T'en sais rien du tout. Écoute, tu parles de lui comme s'il avait 31 ans, qu'il était en fin de carrière. Le mec a 26 ans. Ça se trouve, il va faire une bonne saison avec Paris l'année prochaine. Il sera en Espagne. Moi, je vous dis que non, d'ores et déjà, aujourd'hui, vous pouvez enregistrer. Je vous dis que Clément Chantôme est fini. Voilà, merci. Oh là 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 là. C'est bien, non mais c'est bien, ça se base sur pas grand chose. C'est pas définitif, c'est pas du tout blanc. Ouais, voilà. Mais c'est bien si. J'ai un avis. Il y a pas d'argument quoi. C'est de l'analyse. Parce que finalement, depuis le début de la saison, il y a rien qui te fait dire ça. Ses collègues journalistes le démontaient pas non plus. Finalement, ils proposent un truc. Je veux dire, si on taille des joueurs comme Clément Chantôme, et qu'on continue à aligner des joueurs ultra physiques, puisqu'au moins lui est capable de faire des passes dans un timing. Non mais voilà, le problème c'est qu'on n'a aucune raison de le tailler depuis le début de la saison. Il est bon, à chaque match il a un pourcentage de passes qui est plus que correct. Il me semble que c'était à Bastia, il était à 96. Voilà. 96 ou 98%, je veux dire, il y a un moment, il a 90% de moyenne face à Bastia. Oui, face à Bastia. Et en moyenne, c'est 90%, presque 89%. Donc c'est quand même pas mal à ce poste-là de réussir. Pour un mec qui va toucher un nombre assez important de ballons dans notre jeu. Le vrai pari, ce serait de le mettre contre l'Espagne. Ouais. Mais alors là, ça vient. Le fera pas. Tu vois, ça serait bien dans le sens. Jamais fait. Non, oui, attends, ça serait bien dans le sens où on arriverait à le tester véritablement. Et sortir le ballon. Ça serait mauvais dans le sens où si on veut créer un truc comme tu dis sur le long terme, Raphaël. Justement sur le long terme, je te dis pas que Clément Chantôme sera notre. Le long terme, faut commencer à un moment, tu vois. Non, mais c'est ça que je te dis. Mais je pense que Clément Chantôme, je te dis pas que dans 4 ans, ça sera notre cadre du milieu de terrain. Mais c'est pas une idée si absurde que ça. Clément Chantôme, c'est pas non plus. Clément Chantôme, il a pas 32 ans, je veux dire, dans 4 ans, il peut largement être apte au haut niveau. Il aura un peu moins de la trentaine et ça, c'est l'âge de maturité justement à ce poste-là. Moi, je te dis ce qui va arriver, tout simplement. Il y a un certain Thiago Motta qui va revenir de blessure et Clément Chantôme va repartir sur le banc. C'est le risque. Et c'est pour ça que je te dis que ce joueur est fini tant qu'il restera à Paris. Mais il va quitter Paris. Tant que Carlo Ancelotti sera à Paris, il jouera pas. Non, mais même pas pour ça. Je pense que simplement, tu peux pas comparer Thiago Motta à Clément Chantôme. Messieurs, juste, je viens de voir, je crois qu'il y a un truc qui nous résume tout. Simplement, il y a la FFF qui nous dit que pour jouer au football, il faut un ballon et de la joie. La joie de jouer. Ah, ça, c'est un beau slogan de la FFF. Ouais. Je pense que les inscriptions, il y a de moins en moins de licenciés au foot et je pense qu'ils ont envie de rehausser tout ça. D'ailleurs, petite statistique intéressante, petit aparté, pour montrer à mes collègues que la France n'était pas un pays de foot avant 98 et l'arrivée de Footix à la Coupe du Monde, la mascotte, la belle, celle qu'on connaît, c'est qu'avant 98, il y avait plus de licenciés de chasse en France que de licenciés de foot. Ouais. Donc c'est bien la preuve qu'à partir de cette Coupe du Monde et de cet événement avec Footix, il y a eu un afflux massif de personnes qui ne s'intéressaient pas du tout à ce sport avant et qui s'y ont mis d'un coup parce que c'était un peu à la mode. Après, c'est un débat. On était tous un peu des Footix. Ouais. Bon. À l'époque, j'étais un peu jeune pour juger. Honnêtement, c'est bien à cet âge-là que j'ai bien commencé à m'intéresser au foot. En même temps, t'étais jeune, c'est pardonnable. Ouais. Écoutez, messieurs, je vous propose de finir, de conclure. En musique en plus. Ça a été une assez bonne émission. On a eu des invités avec Nicolas Villas. On a eu du débat. C'était sympa, c'était très bien. Bon, va falloir vous calmer parce que là vous êtes mal polis entre vous. Vous allez arrêter de vous couper la parole. J'en peux plus. J'en peux plus. Je sévirai, je suis à la technique, je sévirai la prochaine fois. Merci Robin. Ouais. Un peu de soutien dans ce monde de brut. T'inquiète. Allez, au revoir à tous les auditeurs. Écoutez, et à lundi. Moi, ce que je vous propose, c'est de nous suivre parce que on le dit pas assez souvent, mais on a un Twitter de la radio, Radio Rec, Radio-Rec. On a aussi une page Facebook de Radio Rec, ainsi qu'une page Facebook de Score Plus. N'hésitez pas, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Il y a toutes les émissions, on va avoir des invités. De toute façon. Les mecs qui réclament une petite fleur. Ça fait toujours plaisir, pitié. Voilà, allez. Ciao tout le monde. Bonsoir à tous et bonne deuxième mi-temps.